Avant que les vers ne se mettent en colère et qu'ils ne se glissent hors du vivarium, Bruno Jones s'amusait follement avec eux. Il les collectionnait et en faisait même l'élevage dans son sous-sol. Il les étudiait, faisait des expériences, jouait avec eux, sortait en leur compagnie. Il les utilisait aussi pour effrayer les gens, et plus particulièrement sa sœur Jennifer. Il aimait exhiber les spécimens les plus longs et les plus rouges devant le visage de la fillette, les lui glisser dans le dos ou les jeter sur son abondante chevelure brune. Bruno prenait également plaisir à torturer la meilleure amie de Jennifer. Elle s'appelait Anne Martin et se mettait toujours à hurler d'une voix stridente lorsqu'il la surprenait avec un gros verre tout visqueux. « Tu es vraiment dégoûtant, Bruno !» hurlait-elle. Bruno ne se lassait jamais de l'entendre. John Herbert, son plus fidèle copain, ne comprenait pas vraiment l'intérêt que Bruno portait à ses bestioles, mais il savait ce qu'on pouvait éprouver à surprendre les autres et à entendre leurs cris d'horreur. C'est pourquoi il passait tout son temps avec le collectionneur. Les deux garçons ne se quittaient jamais, y compris en cours. Là, ils employaient leur temps à chercher les moyens d'utiliser les vers pour effrayer davantage les filles. Bruno n'avait pas du tout l'air expiègle. Il affichait en général une mine sérieuse. Ses yeux étaient d'un brun sombre, et ses cheveux, châtain foncé, courts et ondulés. Il les dissimulait en permanence sous une casquette noire. Il était grand et aussi filiforme qu'un ver, mais il détestait ce genre de commentaires. Il ne plaisantait jamais sur ce sujet. John avait, lui, un plus grand sens de l'humour. Son visage joufflu était entouré d'une épaisse chevelure rousse et frisée. Le sourire en coin, ses yeux bleus, ronds comme des billes, s'allumaient chaque fois que Bruno était sur le point de sortir un long verre gluant devant des victimes innocentes. Quand son ami arrivait à les faire hurler, John rejetait la tête en arrière et poussait un cri de joie aigu en gratifiant son copain d'une vigoureuse claque dans le dos. Un grand rire secouait alors les deux gaillards et il leur arrivait souvent de se rouler par terre en savourant leur victoire. Oui, vraiment, on pouvait dire que les vers leur procuraient un plaisir immense. Mais lorsqu'on interrogeait Bruno sur les raisons de son intérêt pour ces charmantes petites bêtes, il affirmait avec sérieux « Je veux devenir un scientifique ». À celui qui lui demandait combien de vers il possédait, il répondait inlassablement « Je n'en ai pas suffisamment ». Il passait son temps à creuser des trous dans le sol et affectionnait particulièrement les lombrics longs, violacés, plutôt gras et couverts de terre. C'était très important. Le sol était encore détrempé ce lundi matin quand Bruno et Jennifer prirent le chemin de l'école. Bruno savait déjà que les vers montraient à la surface chercher de l'air. Lorsqu'il aperçut John près de la cour, Bruno abaissa sa casquette sur le front et se dirigea vers lui. « Rendez-vous derrière le deuxième but, sur le terrain de jeu, juste après midi et demi, » chuchota-t-il en se penchant vers John. Son ami hocha la tête sans poser de questions. Il savait que cet endroit était le lieu préféré de Bruno pour chercher des vers. La terre y était riche, et après une bonne pluie, on pouvait ramasser 10 ou 15 bestioles le plus facilement du monde. Bruno gardait toujours dans son casier une petite pelle de jardinage et une boîte en métal. Ainsi, il était prêt à recueillir des vers dès que l'occasion se présentait. Ce matin-là, l'exposition scientifique prévue pour le samedi suivant était au centre de toutes les conversations. Elle devait se tenir dans le gymnase. Certains élèves avaient même déjà achevé leurs préparatifs. Mary Brewster criait à qui voulait l'entendre qu'elle allait gagner le premier prix, c'est-à-dire un ordinateur. « Et ta sœur ?» lui lança quelqu'un. La classe entière éclata de rire. Les vantardises de Marie devenaient grotesques ces derniers temps. Bruno, lui aussi, avait presque terminé son travail. Son expérience portait sur les vers. On s'en serait douté. Avec l'aide de son père, il leur avait fabriqué une petite maison. L'une des façades était en verre pour mieux les observer. L'intérieur était rempli de terre. On y apercevait les vers, une famille complète, qui rampait de pièce en pièce. John avait préparé un travail beaucoup moins intéressant, une maquette du système solaire. Il avait voulu faire équipe avec Bruno, mais s'était heurté à un refus catégorique. « Je ne tiens pas à partager l'ordinateur », lui avait expliqué Bruno. « Mais je t'ai aidé à déterrer les vers. »« C'est moi qui en ai attrapé le plus », avait conclu Bruno. Devant la décision irrévocable de son ami, John avait dû imaginer quelque chose d'autre.
il avait gonflé des ballons de différentes couleurs qu'il avait collés avec du ruban adhésif sur un grand carton noir. C'était le système solaire. Difficile de faire plus ennuyeux. « Pourquoi es-tu si sûr de remporter le Grand Prix ?» demanda John. Il courait avec Bruno, qui s'était muni de son matériel de chasse, vers le terrain de jeu. « Je me suis renseigné sur ce qu'ont fait les autres, » répondit Bruno. « Mon travail est le seul à porter sur des créatures vivantes. »« Catherine a préparé une expérience avec des escargots, » fit remarquer John. « Et alors ? Les escargots, c'est de l'enfantillage. On les a étudiés en CP. En 6e, tout le monde s'en fiche. Ils ne peuvent pas concurrencer mes vers. »« Tu as sans doute raison, » dit John en se grattant la tête. Ils s'accroupirent derrière le 2e but. Bruno prêta une petite pelle à John. Le terrain de jeu était désert, les autres élèves déjeunaient à la cantine. La terre était encore tendre et humide. Ça et là, des vers pointaient leur tête. L'un d'eux, d'une longueur impressionnante, rampait à la surface. « C'est génial !» s'exclama Bruno en creusant frénétiquement. « La pluie les fait tous sortir. » Mais il ne se doutait pas que quelque chose de plus menaçant grondait sous la terre. « Attention, tu viens d'en couper un en deux, » dit Bruno. John sourit d'un air espiègle. « Et alors, ça en fait 2 petits maintenant ?»« Oui, mais je n'aime que les gros, » reprit Bruno, en glissant avec soin sa pelle sous un spécimen plus long et plus gras. « Combien est-ce qu'il t'en faut encore ? J'ai horriblement faim, » se lamenta John. Bruno jeta un coup d'œil en direction de l'école, un long bâtiment de briques rouges. « Plus que 5 ou 6. » Bruno déposa le gros verre dans sa boîte en fer. « Regarde, c'est un super gluant, celui-là. » Tous les autres sont en train de savourer leur repas, pendant que moi, je suis ici, les mains dans la gadoue, grogna John en guise de réponse. « Dis-toi que tu travailles pour le bien de la science, » répondit Bruno avec sérieux. « Celui-ci est aussi gros qu'un serpent, » fit John. « Au fait, tu n'as jamais pensé collectionner les serpents ?»« Non, » s'empressa de répondre Bruno en creusant profondément dans le sol. « Et pourquoi ?»« Parce que j'aime les vers. »« Dis-moi la vérité, » insista John. « Mes parents ne veulent pas, » murmura Bruno. Soudain le sol se mit à gronder. Surpris, John laissa échapper sa pelle. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» s'écria-t-il. « Hein ?» Bruno semblait n'avoir rien remarqué. Le grondement s'intensifia. Cette fois, la terre trembla. Projeté en avant, Bruno se retrouva à 4 pattes. Il leva des yeux étonnés vers John. « Hé, pourquoi m'as-tu poussé ?»« Ce n'est pas moi, » se défendit John. « Mais alors ?» commença Bruno. Il fut interrompu par une nouvelle secousse, suivie immédiatement d'un craquement sourd provenant de la terre. « Je n'aime pas ça, » bégaya John. Les garçons se turent. Ils se levèrent et prirent leurs jambes à leur cou. Mais le sol trembla une nouvelle fois et le bruit sourd et menaçant se rapprocha d'eux. « La terre bouge, hurla Bruno. Les 2 amis traversèrent le terrain de jeu à toute vitesse et se précipitèrent dans la cantine. En arrivant, ils étaient rouges et essoufflés. « Un tremblement de terre, il y a un tremblement de terre !» hurla Bruno. Des chaises crissèrent sur le plancher. Les conversations cessèrent. Tout le monde se tourna pour les dévisager. « Réfugiez-vous sous les tables, vite, vite ! La terre tremble. Il y a un tremblement de terre !» cria John d'une voix stridente. La salle se contenta de rire. Personne ne bougea. Qui aurait cru à une plaisanterie d'aussi mauvais goût? Bruno repéra Anne et Jennifer, assises près de la fenêtre, à l'autre extrémité de la pièce. Accompagné de John, il courut vers elle. « Écartez-vous de la fenêtre » lança Bruno. « La terre s'ouvre » insista John. Jennifer, bouche bée, se demandait ce qu'il fallait croire. De nature inquiète, elle était toujours prête à imaginer qu'un désastre l'attendait au coin de la rue. Mais tous les autres élèves riaient maintenant à gorge déployée. « Il n'y a pas de tremblement de terre dans cette région » décréta Anne. Elle regardait Bruno d'un air méprisant. « Mais, balbutiait-il. « Vous n'avez rien remarqué ?» s'étonna John. Il était tout essoufflé et son gros visage rond ressemblait de plus en plus à une tomate. « Vous n'avez pas senti le sol bouger ?»« Non, nous n'avons rien senti, » répondit Anne. « Mais vous ne l'avez pas entendu ?» s'écria Bruno.
J'ai eu tellement peur que j'ai laissé tomber tous mes verres. Il s'écroula sous la chaise à côté de sa sœur. Personne ne te croit. C'est une blague stupide, Bruno. Essaie d'en trouver une meilleure la prochaine fois. Mais, protesta-t-il. Laissant son frère avec son désarroi, Jennifer se tourna vers Anne et reprit la conversation. Tu comprends? Sa tête est beaucoup trop grosse par rapport à son corps. Moi je le trouve bien comme ça, dit Anne. Ah non, il va falloir lui couper la tête, insista Jennifer. Elle fronça les sourcils devant son bol de soupe. C'est sérieux alors, tu en es sûr? Reprit Anne. Parce que si nous lui coupons la tête, ça se verra. Il n'y a aucun doute là-dessus. Oui, mais si elle est trop grosse, on n'a pas le choix. De quoi parlez-vous? Et qu'est-ce que vous faites du tremblement de terre? S'énerva Bruno. Nous parlons de notre expo, s'impatienta Anne. Ouais, fiche-nous la paix avec ton tremblement de terre. Nous avons suffisamment de problèmes avec Rougeau le rouge-gorge. Quel nom ridicule, s'esclaffa Bruno. Jennifer tira la langue et lui tourna le dos. Elle se remit à parler avec Anne. Elle aurait sans doute dû choisir un sujet plus simple et plus facile à exécuter. Elle fabriquait un énorme rouge-gorge en papier mâché qui devait être, mis à part la taille, la réplique exacte du véritable oiseau. Mais les deux copines avaient découvert, un peu tard, que le papier mâché était peu malléable. Les ailes adhéraient mal aux flancs. Le gros corps rond tenait difficilement sur les deux maigres pattes de bois, et Jennifer était à présent convaincue que la tête du volatile était disproportionnée. Il avait fallu aux filles un pot entier de peinture orange pour colorer uniformément le rouge-gorge. Si elles devaient lui remplacer la tête, tout ce travail n'aurait servi à rien. « Nous pourrions peut-être bricoler quelque chose sur le dessus ?» proposa Anne. « Je n'arrive pas à croire que vous restiez là à discuter calmement de votre projet idiot !» s'exclama Bruno. « Ce n'est pas un travail idiot !» répliqua Anne, en colère. « Va donc t'occuper de tes verres, Bruno !» ajouta Jennifer. C'était sa répartie préférée. Elle ne se privait pas de la lancer à son frère dès que l'occasion se présentait. « Mes verres? Je m'en occupe. Il y en a justement un dans le bol d'Anne. » John éclata de rire. « Tu vas me laisser tranquille, Bruno ?» grogna Anne en levant les yeux au ciel. « Non, sans blague. C'est une soupe à quoi? »« Au poulet et aux nouilles, » répondit Anne. Elle prit une cuillerée et l'avala. « Poulet, nouilles et verre ?» demanda Bruno avec sérieux. « Tu n'es pas drôle. Laisse tomber, » reprit Anne. « Tu veux parier ?»« À propos de quoi ?» demanda Anne. « Je te parie $1 qu'il y a un verre dans ta soupe, » répéta Bruno. Ses yeux sombres s'allumèrent. John se pencha au-dessus de la table, affichant un grand sourire sur son visage joufflu. « Miam !» fit-il en se léchant les lèvres. « Un gros verre bien dodu et bien violet. Je peux y goûter, s'il te plaît ?» « Vous êtes deux crétins, » maugréa Jennifer. « Alors tu tiens le pari, Anne ?» insista Bruno sans se soucier de la remarque de sa sœur. « Bien sûr que oui, » dit cette dernière en tendant la main. Puis elle tourna la cuillère plusieurs fois dans le bol pour démontrer qu'elle avait raison. Bruno tenait le poing serré. Un sourire éclaira son visage lorsqu'il souleva sa main et qu'il laissa tomber un gros verre dans la soupe d'Anne. La bestiole se mit à se tortiller au contact du liquide chaud. « Oh, c'est immonde !» hurla Anne. John éclata d'un rire retentissant et gratifia Bruno d'une joyeuse claque dans le dos, qui faillit le faire basculer de sa chaise. « Tu me dois $1, Anne. Tu as perdu le pari, » annonça Bruno. « Vous êtes cinglée, » murmura Jennifer. Profondément dégoûtée, elle s'efforçait d'éloigner son regard du bol. « C'est vraiment immonde !» criait Anne d'une voix perçante. Le verre se tordait dans les nouilles. « Tu as dit que tu avais laissé tomber ta boîte de verre dehors ?» s'écria Jennifer, furieuse. Son frère haussa les épaules, le sourire aux lèvres. « Eh bien, j'ai menti. » John s'esclaffa de plus belle, ponctuant ses rires de coups de poing sur la table. La soupe tremblait dans le bol. « Hé !» Le visage de Bruno se renfrogna lorsqu'il regarda de nouveau par la fenêtre en direction du terrain de jeu. Il poussa légèrement l'épaule de John et pointa du doigt le deuxième but. « Regarde là-bas ! Mais qu'est-ce qui se passe ?» Bruno s'approcha de la fenêtre, écrasant le nez contre la vitre pour mieux voir. « Que fait Patrick Morand dans le coin où je ramasse mes verres ?» s'écria-t-il en colère. « C'est Patrick Morand ? Tu es sûr ?» demanda John.
De lourds nuages assombrissaient le ciel. Le garçon, accroupi sur le terrain de jeu, se trouvait à moitié dans l'ombre. Mais Bruno l'avait parfaitement reconnu. Penché sur le carré de terre, il travaillait avec acharnement. « Tu veux bien me dire ce qu'il fabrique là-bas » répéta Bruno. « C'est mon coin, et il le sait. »« Il cherche des vers, lui aussi, » lança Jennifer. « Quoi ?» Bruno se tourna vers sa sœur. Elle affichait un sourire affecté. « Patrick a besoin de vers pour l'exposition de sciences, » affirma-t-elle, incapable de dissimuler sa joie. « Il les utilise pour son travail, lui aussi. »« Mais il ne peut pas faire ça » bredouilla Bruno d'une voix haut perchée. « Quel culot » déclara John, prenant le parti de son ami. « Il ne peut pas faire de recherche là-dessus. C'est moi qui ai choisi ce sujet, » insista Bruno. Il se tourna de nouveau vers la fenêtre pour ne pas perdre Patrick de vue. « Nous sommes dans un pays libre, non » reprit Jennifer, hautaine. Les deux filles éclatèrent de rire et se tapèrent mutuellement dans les mains. C'était à leur tour, pour une fois, de se moquer des garçons. « Mais il ne s'intéresse pas aux vers » poursuivit Bruno, très inquiet. « Il ne les collectionne pas, il n'en élève pas, il ne les étudie pas, il ne fait que me copier. »« Regarde-le, il creuse à ta place » murmura John. « Patrick est sympa, lui, » fit remarquer Anne. « Il ne serait pas assez bête pour aller mettre des vers dans la soupe de ses copains. »« Ça ne l'empêche pas d'être stupide, » coupa Bruno, furieux, en fixant le deuxième but par la fenêtre. « Totalement stupide. »« Son travail va être beaucoup plus intéressant que le tien, » dit Jennifer pour embêter son frère. Bruno lui lança un regard noir. « Tu sais de quoi il s'agit ? Tu sais en quoi consiste le travail de Patrick ?» Jennifer sourit, l'air supérieur. Repoussant une mèche brune, elle fit mine de tirer une fermeture éclair sur sa bouche. « Je ne peux rien dire. »« Qu'est-ce que c'est ? Dis-le-moi, » demanda Bruno. Jennifer secoua la tête. « S'il te plaît, Anne, » insista-t-il en se tournant vers l'amie de sa sœur. « Pas question, » répliqua cette dernière, en faisant un clin d'œil à Jennifer. « Eh bien, je vais lui poser la question moi-même, » déclara Bruno. « Viens, John. » Les deux garçons traversèrent la cafétéria au pas de course. Ils étaient sur le point d'atteindre la porte lorsque Bruno bouscula involontairement son professeur. Madame Smith portait son plateau à bout de bras pour contourner un groupe d'élèves. Bruno ne l'avait pas vu. Il la heurta dans le dos. La femme poussa un cri de surprise et laissa tout échapper. Les assiettes atterrirent sur le plancher avec fracas. Et son repas, une salade et des spaghettis, se répandit sur ses chaussures. « Où cours-tu si vite, jeune homme » demanda-t-elle d'un ton sec. « Je suis désolé, » murmura Bruno. Aucune autre réponse ne lui venait à l'esprit. Madame Smith se pencha pour examiner ses chaussures brunes, devenues oranges et pleines de pâtes collantes. « C'est un accident, » dit Bruno en triturant nerveusement sa casquette. « Je ne te le fais pas dire, » répondit froidement le professeur. « Faut-il que je te garde après la classe pour que tu comprennes qu'on ne doit pas courir dans la cafétéria ?»« Peut-être, » convint Bruno. Puis il déguerpit en direction de la porte et sortit en détalant plus vite que jamais. « Bien joué, mon pote, » commenta John, qui courait à ses côtés. « Je n'y suis pour rien, elle s'est mise devant moi. »« La cloche va sonner, » prévint John. « Tant pis, » répondit Bruno, essoufflé. « Il faut absolument que je sache ce que ce copieur compte faire avec les vers. » Toujours accroupi derrière le but, Patrick déterrait des vers avec un crochet en acier apparemment neuf, puis les déposait dans une boîte à hameçon. Patrick était un beau garçon élancé, à la chevelure blonde et frisée et aux yeux bleus. Il était arrivé à l'école en septembre car sa famille avait quitté le Canada, et il passait son temps à dire que tout était beaucoup mieux là-bas. Il ne se vantait jamais d'être riche. Pourtant il portait des jeans très chers, et un chauffeur le conduisait chaque matin au collège dans une grande limousine blanche. Quelques semaines après la rentrée scolaire, Patrick avait invité tous les garçons et les filles de sa classe à fêter son anniversaire. Jennifer y était donc allée. Elle avait raconté que ses parents avaient organisé pour lui une grande foire avec des manèges derrière sa maison. Bruno avait joué les indifférents, mais il avait été jaloux. Le ciel s'était encore assombri lorsque Bruno et John se plantèrent devant Patrick sur le terrain de jeu. « Qu'est-ce que tu fais » lui demanda Bruno. « Je creuse » fit Patrick en quittant à peine la terre des yeux. « Alors comme ça tu cherches des vers » insista Bruno, les mains sur les hanches.
Patrick hocha la tête et se remit à creuser. Il déterra un spécimen long et brunâtre qui plut aussitôt à Bruno. « Mon projet porte justement sur les vers, dit-il. »« Je sais, répondit Patrick, s'affairant de plus belle. »« Le mien aussi. »« Et qu'est-ce que tu fais, toi » intervint John. Patrick ne répondit pas. Il extirpait du sol un lombric blême et chétif. Il l'examina, puis le remit dans la terre. « Allez, dis-nous en quoi consiste ton travail » insista Bruno. « Vous tenez vraiment à le savoir » demanda Patrick, en levant vers eux ses beaux yeux bleus. Bruno sentit soudain une goutte d'eau sur son épaule, puis une autre sur sa tête. « Alors » insista Bruno. « Eh bien, reprit Patrick en secouant ses mains recouvertes de terre, « mon travail... » C'est à cet instant que la cloche sonna. La pluie se mit à tomber. John tira sur la manche de Bruno. « Il faut rentrer. »« Attends, » le retint Bruno. Il avait gardé les yeux fixés sur Patrick. « Alors ?»« Mais nous allons être en retard et arriver complètement trempés, » insista John. Patrick se releva. « Ça y est, je crois que j'ai tous les verres dont j'ai besoin. » Il secoua son crochet argenté. La terre humide y adhérait. « Tu réponds » cria Bruno sans se soucier de la pluie battante et des supplications répétées de John. Ce dernier estimait urgent de retourner vers l'école. Patrick afficha un grand sourire, laissant voir ses dents blanches et parfaitement alignées. « Je leur apprends à voler, » fit-il. « Hein ?»« Je leur fixe des ailes en carton et je leur apprends à voler. Vous verrez, c'est absolument délirant. » Et il éclata de rire. John se pencha vers Bruno. « Tu crois que c'est vrai ?» chuchota-t-il. « Bien sûr que non, » rétorqua Bruno, énervé. « Ne sois pas ridicule, tu vois bien qu'ils se moquent de nous. »« Hé, tu n'es pas drôle, » dit John. « Nous sommes en retard, les gars, il faut y aller, » dit Patrick. Son sourire avait disparu. Il se dirigea vers l'école. Bruno lui barra prestement le passage. « Dis-moi la vérité, Patrick, qu'est-ce que tu prévois de faire ?» Patrick s'apprêta à répondre lorsqu'un grondement lui coupa la parole. Ils l'avaient entendu tous les trois cette fois-ci, ce vrombissement étouffé qui ébranlait le sol. La boîte remplie de verre glissa des mains de Patrick. La surprise et la peur se lisaient sur son visage. Le grondement fut suivi d'un violent craquement. On aurait dit que le terrain de jeu allait se déchirer. « Mais qu'est-ce qui se passe ?» bégaya Patrick. « Vite !» hurla John, tandis que la terre continuait à trembler. « Il faut courir !»« Pourquoi arrivez-vous si tard ? Où étiez-vous ? En plein tremblement de terre, je parie, » plaisanta Jennifer. Il était près de 17 heures. Bruno avait retrouvé sa sœur dans le garage. Perchée sur un escabeau, elle travaillait avec acharnement sur son rouge-gorge géant. Sa chevelure et son t-shirt étaient couverts de morceaux de papier mâché. « Très drôle, » répondit Bruno avec amertume. « On ne t'a pas menti, John et moi. Ça s'est reproduit. Tu peux demander à Patrick, il était avec nous. »« Comment se fait-il que personne d'autre ne l'ait senti alors ?» demanda Jennifer. « J'ai écouté la radio après l'école et il n'était pas question de tremblement de terre aux nouvelles. »« Je ne tiens pas à discuter de ça, » maugréa Bruno. « Je sais que j'ai raison. »« Où est Anne ?»« Chez le dentiste, partie faire réajuster son appareil dentaire, » répondit Jennifer. Elle s'efforçait de former le bec de l'animal et poussa un grognement. « Oh, je n'y arrive pas !» Déprimé, Bruno donna un coup de pied dans un vieux pneu appuyé contre une paroi du garage. « Attrape !» cria Jennifer. Un morceau de papier mâché mouillé tomba sur les pieds de son frère avec un bruit de ventouse. « Raté !» s'écria Bruno en l'esquivant. « Alors où étais-tu » demanda Jennifer. « Madame Smith m'a gardé après la classe. Elle m'a fait un sermon qui n'en finissait plus. » Jennifer s'arrêta pour examiner le résultat de son travail. « À propos de quoi ?»« Je ne sais pas. Sur l'interdiction de courir dans l'école, il me semble, » répondit vaguement Bruno. « Comment vas-tu t'y prendre pour emmener cet oiseau grotesque jusqu'à l'école ?»« Nous allons le porter, » répondit Jennifer sans hésiter. « Il est gros, mais léger. Je suppose qu'Anne et moi ne pouvons pas compter sur ton aide. »« Tu as raison de le supposer, » dit Bruno, en empoignant le manche à balai qui formait l'une des pattes de l'oiseau. « Hé, pousse-toi de là! Lâche ça tout de suite !» s'écria Jennifer. Docile, Bruno recula. « Tu es jaloux parce que Rougeau, le rouge-gorge, va gagner l'ordinateur ?» lança-t-elle.
Écoute, Jen, il faut que tu me dises ce que Patrick Morand compte faire avec ces verres. » Sa sœur descendit de l'escabeau et aperçut le gros verre que Bruno tenait à la main. « Qu'est-ce que tu vas faire de ça ?» l'interrogea-t-elle. Bruno rougit jusqu'aux oreilles. « Rien, dit-il. Tu voulais me le glisser dans le dos, c'est ça ? Hein ? L'accusa-t-elle. Non, j'allais lui faire une promenade, reprit Bruno en s'esclaffant. Jennifer hocha la tête. Tu es dégoûtant. Tu n'en auras jamais assez de tes vers débiles ? Non. Alors dis-moi, c'est quoi le travail de Patrick ? Tu veux la vérité ? Dit Jennifer. Oui. La vérité, c'est que j'en ai aucune idée. Bruno fixa sa sœur pendant un long moment. C'est vrai ? Croix de bois, croix de fer. Si je mens, je vais en enfer. Une idée surgit tout à coup dans la tête de Bruno. Où habite-t-il ? Jennifer fut prise de court par sa question. Pourquoi ? Je pourrais passer chez lui ce soir avec John et lui demander en quoi consiste son projet. Tu vas aller chez lui ? Il faut que j'en ai le cœur net, s'exclama Bruno. J'ai passé tellement de temps là-dessus. Jen, je ne voudrais pas que Patrick invente quelque chose de mieux. Jennifer regardait son frère, l'air songeur. Et qu'est-ce que tu feras pour moi, si je te dis où il habite ? Le visage de Bruno s'éclaira. Il leva la main qui tenait le verre. Si tu me le dis, je ne glisserai pas cette petite bête dans ton dos. Ah ah, tu es vraiment chic type, Bruno, dit-elle en levant les yeux au ciel. Dis-le-moi, s'impatienta-t-il. Il la saisit par les épaules. D'accord, on se calme. Si mes souvenirs sont bons, Patrick habite avenue du Bois, au numéro 100. C'est un immense manoir, caché derrière une haie. Merci beaucoup. Et comme Jennifer se penchait pour ramasser des morceaux de papier mâché sur le sol, Bruno lui glissa le verre dans le dos. C'est incroyable de faire des choses pareilles, se lamenta John. Tu te rends compte, mes parents m'ont interdit de sortir. Dès qu'ils ont eu le dos tourné, j'ai filé. S'ils me surprennent. Sa voix s'éteignit. Nous serons de retour dans 15 minutes, le rassura Bruno, tout en changeant la vitesse de son vélo. Il accéléra l'allure. La vieille bicyclette de John roula dans une flaque, éclaboussant le bord du trottoir. Les nuages noirs s'étaient dispersés, mais un vent froid et humide soufflait à présent. Le soleil s'était couché depuis peu. Un fin croissant de lune luisait bas dans le ciel. « Où il habite déjà ? Avenue du Bois ?» demanda John, haletant. Bruno acquiesça et changea de nouveau la vitesse. Il aimait bien faire ça. Son vélo était neuf et il n'était pas encore habitué à l'utiliser. Une voiture les croisa à vive allure et ses phares les aveuglèrent. La bicyclette de John dévia sur le côté et faillit cogner contre le trottoir. « Il pourrait mettre ses codes » ronchonna-t-il. Les deux amis obliquèrent avenue du Bois. C'était une large rue bordée de vieilles maisons, séparées les unes des autres par de sombres bosquets. « Il n'y a pas de lampadaire ici » observa John. « Ils sont pourtant assez riches pour se payer de la lumière. »« Ils préfèrent peut-être le noir » dit Bruno. « Ça éloigne les curieux. »« Chez la trouille » murmura John en se penchant sur son guidon. « Arrête de faire la poule mouillée et cherche le numéro 100 » ordonna Bruno. « T'as vu, on dirait un château » s'écria John en pointant du doigt la maison devant laquelle il passait. « Celle de Patrick doit se trouver dans le pâté de maison suivant. »« Qu'est-ce qu'on va lui dire » demanda John. Malgré son essoufflement, il s'efforçait de rattraper son camarade. « Je vais tout simplement lui demander de nous montrer son travail sur les verres » répondit Bruno, tout en essayant de déchiffrer les numéros dans l'obscurité. Il poursuivit. « Je vais peut-être faire comme si je voulais l'aider, comme si je voulais lui donner quelques conseils sur la façon de les élever. »« Le coup du bon copain, quoi » plaisanta John en gloussant. « Et s'il refuse ?» Bruno n'avait pas envisagé cette possibilité. Il freina brusquement et désigna une imposante clôture en fer forgé. « Voilà sa maison !» John s'arrêta aussi. « Dis donc !» s'exclama-t-il avec un sifflement admiratif. Dominant un immense parterre planté d'arbres, la bâtisse se découpait sur le ciel pourpre du soir. Aucune fenêtre n'était éclairée. « Il n'y a personne » chuchota John. « Tant mieux » répondit Bruno. « Nous allons pouvoir repérer la chambre de Patrick et essayer de voir ce qu'il fait sans qu'il le sache. »
Abandonnant leur bicyclette à côté du portail, les deux garçons entreprirent de remonter à pied l'allée qui les séparait de la maison. « Je n'arrive pas à croire que Patrick puisse habiter dans un endroit aussi sinistre, » commenta Bruno. « Il a peut-être des parents bizarres ?» hasarda John tout en posant son vélo contre le mur. « Possible, » répondit Bruno, songeur. « Les gens riches ont parfois des idées un peu saugrenues. » John avait atteint le perron et sonnait à la porte. « Qu'est-ce que tu en sais, toi » ricana Bruno à voix basse. Il rajusta sa casquette et sonna à la porte à son tour. « Il n'y a personne. Allons voir à l'arrière, » dit-il après un instant. « Pourquoi faire » demanda John. « Simplement pour regarder par les fenêtres et essayer de voir quelque chose, » insista Bruno, qui avançait le long de la maison. On n'y voyait rien. Seul un rayon de lune argentée se reflétait dans l'une des fenêtres de l'étage. « C'est vraiment ridicule, » se plaignit John. « Nous ne verrons rien par les fenêtres. Il fait beaucoup trop noir. Et puis d'ailleurs... » Il s'arrêta. « Qu'est-ce qu'il y a encore » dit Bruno, qui s'impatientait. « Tu n'as pas entendu ? C'était comme un grognement. Le grognement d'un animal. » Non, Bruno n'avait rien remarqué, mais il aperçut quelque chose d'énorme qui courait droit sur eux. Deux yeux rouges flamboyants. Il n'y avait aucun moyen de s'échapper. John avait beau hurler, Bruno restait paralysé. Tandis que l'énorme monstre aux yeux rouges bondissait sur eux, John s'adossa contre la porte. Il faillit tomber à la renverse lorsque celle-ci s'ouvrit. La créature poussa un cri menaçant. « Dépêche-toi » hurla Bruno. « Entre dans la maison, John !» Le cœur de Bruno battait aussi violemment dans sa poitrine que les griffes du monstre par terre. Le garçon entra dans la maison, suivi de John. La porte claqua. Les pattes de la monstrueuse bête heurtèrent les carreaux, les faisant vibrer. « C'est un chien, un énorme chien, et il est furieux !» s'écria Bruno d'une voix étouffée. L'animal grogna de nouveau férocement en mordant les barreaux de la fenêtre. « Un chien !» s'exclama John. « J'ai cru que c'était un gorille. » Inquiets, les deux amis examinaient l'impressionnante bête. Elle s'était assise et les regardait, haletante, la langue pendante. « Il faudrait le mettre au régime, celui-là, » commenta John. « Nous pourrions nous rendre à l'école sur son dos. »« Comment allons-nous sortir d'ici » demanda John en se retournant pour observer la pièce plongée dans l'obscurité. « Il va s'en aller. Enfin, j'espère. »« Quelle fouillis !» s'exclama John en s'aventurant dans la pièce. Bruno lui emboîta le pas. Il constata qu'ils étaient dans une cuisine. De pâles rayons de lune filtraient par la fenêtre. Malgré ce faible éclairage, Bruno comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Les plans de travail étaient recouverts de poussière. Il n'y avait pas d'appareil électroménager, pas de grille-pain, pas de four à micro-ondes, pas de réfrigérateur, ni vaisselle, ni casserole. En jetant un coup d'œil vers l'évier, Bruno remarqua qu'il contenait une épaisse croûte de boue séchée. « Bizarre » murmura-t-il. Les deux amis se hasardèrent dans un petit couloir menant à une salle à manger. La pièce était vide. « Mais où sont les meubles ?» s'étonna John en cherchant de tous les côtés. « Peut-être qu'ils font des travaux » suggéra Bruno. « Ça n'a pas de sens, tu sais bien que chez Patrick, tout est toujours impeccable. Il ne peut même pas supporter que sa chemise sorte de son pantalon. »« Je n'y comprends rien, fit Bruno. Où crois-tu qu'il cache son travail sous les verres alors ?» Les garçons se dirigèrent vers le salon. « Il y a quelque chose d'anormal dans cette maison, » chuchota John. Ils sursautèrent ensemble en entrant dans la pièce. Une silhouette était suspendue à la fenêtre. Sa peau verdâtre se décomposait sur son visage. Sa mâchoire s'ouvrait sur un large sourire édenté. Ses orbites vides fixaient les deux garçons. Le silence lugubre fut interrompu par les cris des deux amis. « Allons-nous-en » hurla Bruno. Il posa les mains sur les épaules de John, le poussant vers la porte et le suivit en trébuchant. « Vite, vite, vite !» Ils traversèrent la salle à manger, puis la cuisine poussiéreuse. Bruno ouvrit la porte et s'élança dehors. « Le chien est parti ?» demanda John. « Oui, grouille-toi !» Mais John n'avait pas besoin de cet encouragement. Il était déjà au milieu de l'allée. Les garçons franchirent le portail, enfourchèrent leur vélo et pédalèrent comme des fous, jusqu'à en avoir les jambes brisées, jusqu'à perdre le souffle. Ni l'un ni l'autre n'osait regarder en arrière.
Qui pouvait donc se balancer de la sorte dans la maison de Patrick? Et pourquoi l'imposante demeure était-elle si sale, si vide? Ces pensées obsédèrent Bruno une grande partie de la nuit. Mais le mystère ne s'éclaircit que le lendemain matin. Bâillant de sommeil, il s'habilla, puis alla vers la cuisine prendre son petit déjeuner. Surprenant un éclat de rire de Jennifer, il s'arrêta net devant la porte fermée de sa chambre. Il crut d'abord qu'elle parlait toute seule, mais ne tarda pas à comprendre qu'elle discutait avec Anne au téléphone. Il était un peu tôt pour passer un coup de fil, non? Intrigué, il écouta la conversation. « C'est génial de ma part de leur avoir donné une mauvaise adresse. Avoue-le, disait Jennifer, en s'esclaffant de nouveau. Bruno comprit. C'était mieux qu'une douche froide. Il se réveilla tout à fait. Mon frère insistait tellement que je n'ai pas pu résister. Tu sais où je les ai envoyés? Il y eut une courte pause. Bruno se rendit compte qu'il ne respirait pas. Il expira silencieusement et tendit l'oreille. Je les expédie au manoir Forge, continua Jennifer en riant de plus belle. Oui, oui, la vieille bicoque abandonnée, là où on avait organisé Halloween, tu te rappelles? Et justement, ils avaient laissé ce mannequin avec son masque effrayant accroché à la fenêtre. Bruno grinça des dents en entendant le rire triomphant de sa sœur. Il sentait tous les muscles de son corps se tendre sous l'effet de la colère. « Je ne sais pas, Anne, je ne lui ai pas encore parlé, poursuivit Jennifer. Mais je l'ai entendu rentrer hier soir. Il a couru directement dans sa chambre et a fermé sa porte. On aurait dit qu'il avait le diable à ses trousses. » Serrant et desserrant les poings, Bruno descendit les escaliers. Il sentait son visage devenir cramoisi. Ses pensées tourbillonnaient dans sa tête. Alors, Jen a voulu nous jouer un tour, à John et à moi, se dit-il avec amertume. Elle nous a donné l'adresse de cette maison abandonnée, hein? Et elle se croit très drôle. Bruno était tellement furieux qu'il avait envie de hurler. Il savait que Jennifer allait se moquer de lui jusqu'à la fin de ses jours avec cette histoire. Jennifer sortit de sa chambre. Elle s'arrêta en apercevant son frère en bas de l'escalier. « Alors, comment ça s'est passé hier ?» demanda-t-elle, le sourire aux lèvres. « Bien, » répondit Bruno d'un ton dégagé. Il la regarda, l'air innocent. Le sourire de Jennifer disparut. « Est-ce que tu es allé chez Patrick? Tu lui as parlé des vers ?» l'interrogea-t-elle en scrutant son visage. Bruno secoua la tête. « Non, on a finalement décidé de laisser tomber. Nous sommes restés chez John. » À ces mots, sa sœur se mordit la lèvre inférieure, signe de déception évident. Le cœur un peu plus léger, il lui tourna le dos et se dirigea vers la cuisine. « Tu veux jouer avec moi, Jen ?»« Parfait, songea-t-il. Et rira bien qui rira le dernier. » Bruno souleva la boîte de carton soigneusement emballée. Elle contenait sa maison de verre et était plus lourde qu'il ne l'aurait cru. « Où dois-je la mettre ?» demanda-t-il à Madame Smith, faisant tout son possible pour ne pas laisser tomber son précieux travail. Un vacarme assourdissant régnait dans le grand gymnase. « Qu'est-ce que tu dis ? Je ne t'entends pas, répondit le professeur de sciences. Il fallait tout mettre au point avant le début de l'exposition. Aux éclats de voix surexcités se mêlait le tintamarre des chaises et des tables qui raclaient le plancher, des boîtes de carton que l'on ouvrait, des projets de tailles diverses que l'on assemblait. « Quelle foule !» s'exclama Bruno. « Je ne t'entends pas !» cria Madame Smith. Elle désigna une table rectangulaire le long d'un mur. « Tu peux poser ça sur cette table, Bruno. » Il s'apprêta à dire quelque chose, mais fut interrompu par un bruit de verre cassé, suivi d'un cri perçant. « C'était le chlore ?» hurla Madame Smith, les yeux agrandis d'effroi. « Est-ce que c'était le chlore ?» Elle écarta Bruno et se précipita à l'autre extrémité de la salle. De nombreux élèves se rassemblèrent sur les lieux de l'incident. Madame Smith se glissa à l'intérieur du cercle et tout le monde se mit à parler à la fois. D'autres enfants s'affairaient sans se préoccuper de cette interruption. On avait installé les gradins. Certains parents étaient déjà assis, prêts à assister à l'exposition, attendant l'évaluation des travaux. Bruno entreprit de se frayer un chemin vers sa table à travers le gymnase bondé. Il s'arrêta quelques instants devant Anne et Jennifer qui ricana en les regardant s'affairer. Elles avaient déposé leur énorme rouge-gorge près des marches. Sa tête était mieux proportionnée. Elle avait réussi habilement à en retirer une petite partie. Quelques plumes de la queue avaient été malencontreusement écrasées et les filles s'efforçaient de les redresser du mieux qu'elles pouvaient. « Quelle stupidité !»
se dit-il en souriant. Ce n'est pas avec ça qu'elles vont gagner l'ordinateur. En se retournant, il jeta un coup d'œil au système solaire de John, fabriqué avec des ballons. Il pendait sur le mur du fond. L'un des ballons s'était déjà dégonflé. Ridicule, se dit Bruno en secouant la tête. C'est vraiment désolant. J'aurais peut-être dû laisser John participer à mon travail. 10 minutes. Il reste 10 minutes, cria Madame Smith. Ça va, pensa Bruno en ouvrant la boîte et en soulevant avec précaution la maison de verre. Qu'elle est belle, songea-t-il avec fierté. Elle avait l'air plus vraie que nature. Bruno avait poli le cadre de bois jusqu'à ce qu'il brille et avait nettoyé la vitre pour la rendre impeccable. Délicatement, il posa sa maisonnette sur la table, la tournant de manière à ce que la vitre se trouve face au spectateur. Il y jeta un coup d'œil. De longs verres violets et brunâtres rampaient de pièce en pièce. Bruno avait pris soin de bien tasser la terre, puis avait lâché une bonne vingtaine de bestioles à l'intérieur. Une vraie famille, se dit-il en souriant. Puis, il sortit la fiche qu'il avait fabriquée et l'agrafa tout près de la table. Tandis qu'il reculait pour admirer son œuvre, quelqu'un le poussa doucement par derrière. « Attention, Bruno !» C'était la voix de Madame Smith. À la grande stupéfaction du garçon, elle aidait Patrick Morand à transporter une longue boîte de carton. « Déplace un peu ton travail, tu vas devoir partager ton espace, » dit le professeur. « Dépêche-toi, s'il te plaît, la boîte de Patrick est très lourde. » Bruno ne parvint pas à dissimuler son mécontentement, mais il obéit et fit glisser sa maison vers l'extrémité de la table. Il était curieux de voir le travail de Patrick. Sa boîte était longue, d'environ 2 mètres. « Où as-tu trouvé un verre de cette dimension ?» plaisanta Bruno. « Très amusant, » grommela Patrick, qui peinait sous le poids. « Formidable !» s'exclama Madame Smith avant de voler à la rescousse d'un autre élève. Bruno n'en revenait pas. Patrick avait fabriqué un gros immeuble. « Oh non !» se lamenta-t-il intérieurement. « Ce n'est pas possible !» parvint-il à articuler. Les mots lui manquaient. Patrick s'affairait à installer son affiche. Il recula pour s'assurer qu'elle était droite. « Si, c'est tout à fait possible, dit-il, l'air rayonnant. C'est un gratte-ciel pour verre. » Bruno ne voulait pas montrer sa déception, mais c'était plus fort que lui. Il sentait ses jambes flageoler. Il bégaya. « Mais, je n'arrive pas à le croire, pensa-t-il pitoyablement. J'ai fabriqué une minable boîte à verre alors que Patrick a construit un gratte-ciel, lui qui ne les aime pas. » Il ne pouvait détourner le regard de la construction impressionnante de son rival. Elle contenait des dizaines de petites bêtes qui se promenaient d'un étage à l'autre. Il y avait même un ascenseur en bois transportant plusieurs passagers. « Ça va ?» demanda Patrick. « Oui, tout va très bien, » répondit Bruno, en essayant de maîtriser ses tremblements. « Tu me parais un peu bizarre. »« Ce n'est pas mal ce que tu as fait, » admit Bruno, les dents serrées. « Tu pourrais gagner le premier prix. »« Tu crois ?» reprit Patrick, comme s'il n'y avait jamais songé. « Je te remercie. Du reste, c'est toi qui m'as donné cette idée. À propos des verres, hein, je veux dire. »« Tu veux dire que tu me l'as piqué, espèce de voleur ?» pensa Bruno avec colère. « Je t'en ferais bien manger, moi, des verres. »« Dis donc, qu'est-ce que c'est que ça ?» La voix de John vint distraire Bruno de ses projets de vengeance. Fasciné, son ami regardait l'immeuble. « Un gratte-ciel pour verre, » dit fièrement Patrick. John resta un moment en admiration, puis il se tourna vers Bruno. « Pourquoi n'as-tu pas pensé à faire ça ?» lui chuchota-t-il à l'oreille. « Va donc regonfler tes ballons. »« Et calme-toi, » dit John, vexé. La voix de Madame Smith se fit entendre dans les haut-parleurs. Elle parvint à dominer le tapage régnant dans le gymnase. « Chacun à côté de sa table. L'exposition est ouverte. Les juges vont procéder à l'examen des travaux. » John s'empressa de retourner auprès de son système solaire, tandis que Bruno se plaçait derrière sa maisonnette. « Je ne sais pas ce qui me retient de la jeter à la poubelle, » songea-t-il, dépité. Il regarda Patrick qui se tenait à côté de lui, l'air arrogant, les mains posées sur les parois de son magnifique gratte-ciel. « C'est le copieur qui va gagner, » pensa-t-il avec tristesse. Il soupira. Une seule chose pouvait lui remonter un peu le moral. Une seule. En jetant un coup d'œil de l'autre côté du gymnase, il constata que cette chose était sur le point de se produire.
Les 3 juges, des professeurs d'une autre école, s'apprêtaient à examiner Rougeot le rouge-gorge. Comme il se penchait pour regarder de plus près les pattes du volatile, Bruno s'approcha à pas rapides du travail de sa sœur. Il ne voulait rien manquer. L'un des juges, une jeune femme ronde vêtue d'un tailleur jaune vif, passait en revue les plumes de la queue. Pendant ce temps, un homme à la tête chauve comme une boule de billard interrogeait Jennifer et Anne. La 3e personne tournait le dos à Bruno. Elle passait la main sur le ventre bombé et orange de l'oiseau. Jen et Anne semblent vraiment tendues, se dit Bruno. Elles ont bien raison de l'être. Le rouge-gorge est tellement ridicule. Bruno s'arrêta à quelques mètres des gradins, remplis aux 2/3. Il y avait décidément beaucoup de spectateurs, principalement des parents et des frères et sœurs des concurrents. Le juge chauve ne cessait de prendre des notes sur son calepin. Les 2 autres juges levaient la tête vers le bec du rouge-gorge géant. Bruno se rapprocha. « À quoi sert cette ficelle ?» demanda la femme en tailleur jaune. Sa question s'adressait à Anne. « Hein ? Une ficelle ?» s'étonna Anne. Elle et Jennifer levèrent à leur tour les yeux vers le bec jaune. « Quelle ficelle ?» demanda Jennifer. Trop tard. La juge au tailleur jaune tira. Le bec s'ouvrit, révélant sa surprise. « Oh, Burke !» Des murmures de dégoût se firent entendre dans la foule. Anne et Jennifer se mirent à hurler. Des gros vers se tortillaient dans le bec du volatile. Certains tombèrent même sur les juges. Un énorme lombric mauve atterrit sur la tête du juge chauve, qui devint rapidement aussi cramoisi que la bestiole. Très tôt ce matin-là, Bruno avait entassé une 30aine de vers dans le bec du rouge-gorge. Il était content de constater que la plupart d'entre eux étaient toujours vivants. Dans les gradins, les spectateurs continuaient de s'exclamer. « Il faut être dingue pour faire une chose pareille !» cria quelqu'un. « C'est dégoûtant, vraiment dégoûtant !» répétait sans cesse un garçon. Les juges voulurent savoir si Jennifer et Anne avaient cherché à leur jouer un sale tour en cachant les vers dans le bec. Mécontente, Madame Smith lançait aux 2 filles des regards pleins de reproches. Bruno jubilait. 10 ou 15 vers se tordaient à présent sur le plancher du gymnase. Soudain, il entendit Jennifer hurler. « Il est là, c'est mon frère !» Elle pointait vers Bruno un doigt accusateur. « C'est lui qui a fait le coup, j'en suis sûr !» Il haussa les épaules d'un air innocent. « Rougeot le rouge-gorge me paraissait affamé, alors je lui ai donné à manger, » lança-t-il de loin. Puis il hâta le pas vers sa maisonnette. Patrick, ravi de cette farce, lui tapa dans la main. « Génial, mon pote !» Bruno accepta ses félicitations de mauvaise grâce. Il ne voulait pas se lier d'amitié avec son rival. Il jeta un coup d'œil du côté de John. Celui-ci soufflait frénétiquement dans un ballon. Les anneaux de Saturne étaient tombés et quelqu'un avait par mégarde fait éclater Pluton. Bruno sourit. Il se sentait mieux. Sa petite farce avait parfaitement marché. La revanche était plutôt douce. Il avait rendu à Jennifer la monnaie de sa pièce. Mais il se renfrogna lorsqu'il regarda à nouveau le gratte-ciel de Patrick. Il savait que sa maison n'obtiendrait pas le premier prix. Les quelques vers ramassés, l'exposition se poursuivit dans le calme. Les juges passaient d'un travail à l'autre en posant des questions et en prenant des notes. Bruno inspira profondément lorsqu'ils approchèrent de sa table. « Ne t'énerve pas, pensa-t-il. La maison des vers semblait pourtant tellement ridicule à côté du gratte-ciel. Il eut soudain envie de secouer violemment la table. Peut-être que la tour tomberait et qu'il ne resterait que la maisonnette. Je pourrais faire croire que c'est un accident, songea-t-il. Mais il ne mit pas à exécution son idée. Les 3 juges passèrent moins de 10 secondes à regarder son travail. Ils ne lui accordèrent aucune attention. En revanche, ils examinèrent le gratte-ciel de Patrick pendant 5 bonnes minutes. « Comment tu fais pour placer tous ces verres à l'intérieur » interrogea le juge chauve. « J'adore l'ascenseur. Combien de verres y a-t-il en tout ? Les verres pourraient-ils survivre dans un vrai gratte-ciel ? Et que nous apprend ce travail au sujet de la gravité ?»« Rien que du blabla, » se dit Bruno avec amertume en les entendant. Il regarda les juges qui continuaient de jacasser sur le travail de Patrick. Il aurait voulu les retenir tous les 3 et leur dire « C'est un copieur, c'est moi qui aime les vers et qui m'y intéresse. C'était mon idée au départ. » Mais il se contenta de rester là, serrant les dents et tapotant nerveusement le dessus de la table.
Les juges passèrent à la table suivante, celle des liquides et des gaz. Patrick se tourna vers Bruno. « Tu pourras venir à la maison n'importe quand pour jouer avec mon nouvel ordinateur ?» lui chuchota-t-il. Bruno se força à sourire, puis tourna la tête dans une autre direction. Il aperçut sa sœur qui le dévisageait d'un air furieux. « Comment as-tu osé, Bruno ?» explosa-t-elle en s'approchant de son frère. « Comment as-tu pu nous faire ça, à Anne et à moi ?»« Ça n'a pas été difficile. Tu as gâché notre travail. »« Je sais, reprit Bruno, mais vous l'avez mérité. » Jennifer resta interdite. Au-dessus de leur tête, le haut-parleur crachota. « Mesdames et messieurs, nous connaissons le gagnant, » déclara Madame Smith. Le silence se fit dans le grand gymnase. Chacun retenait son souffle. « Les juges ont élu un gagnant, » répéta Madame Smith. Sa voix se répercutait sur les murs. « Le gagnant du Grand Prix de l'exposition de sciences naturelles de cette année est... Le gagnant est John Hughes, avec son système solaire, » annonça le professeur de sciences. Dans les gradins, les spectateurs demeurèrent silencieux un instant, puis les acclamations fusèrent. Les amis de classe de John applaudirent à tout rompre. Se tournant vers son ami, Bruno surprit l'expression étonnée de son visage. Plusieurs élèves se précipitèrent vers lui pour le féliciter. Une véritable cacophonie éclata dans le gymnase. Tout le monde parlait et riait en même temps, puis les spectateurs descendirent des gradins pour examiner les différents stands. « La décision des juges est incroyable !» songea Bruno. Jetant un coup d'œil à Patrick, il comprit qu'il partageait cette opinion. John leva les pouces pour indiquer à son copain qu'il était content. Bruno lui fit le même signe en hochant la tête. Il reçut alors un violent coup de poing sur l'épaule. Poussant un cri indigné, il se retourna. « Hé, tu es encore là ?» dit-il à sa sœur. Jennifer le dévisageait avec colère. « C'est ce que tu mérites pour avoir gâché notre travail !» cria-t-elle. Elle le frappa encore une fois. « Maintenant tu vas t'excuser !» dit-elle furieuse. « Pas question !»« Alors va t'occuper de tes vers, tu n'es capable que de ça !» cria-t-elle, dépitée. Bruno éclata de rire, puis souleva le panneau de bois à l'arrière de la maisonnette pour en sortir un long verre brunâtre. Il agita la bestiole devant le visage de sa sœur. « Tiens, tu veux un dessert ?» Jennifer poussa un hurlement de rage et perdit son sang-froid. Elle bondit vers son frère et le poussa. Déséquilibré, Bruno cria, tomba en arrière et heurta la table violemment. Plusieurs élèves s'exclamèrent en voyant l'énorme gratte-ciel pencher dangereusement. « Non !» gémit Patrick. Il tendit les bras pour empêcher la chute de son immeuble. Sans succès. La lourde structure de bois et de verre alla se fracasser contre la table voisine dans un vacarme assourdissant. « Vous êtes fous !» s'exclama une élève. « C'est la table des liquides et des gaz. Attention !» cria-t-elle à l'intention de tout le monde. « Ce sont les liquides et les gaz !» La terre s'était échappée du gratte-ciel brisé. Plusieurs verres se tortillaient sous la table. Pendant que Bruno se relevait, des hurlements s'élevèrent dans le gymnase. « Les liquides et les gaz ! Qu'est-ce que c'est que cette fumée ? Qu'est-ce qu'ils ont cassé ? Une fenêtre ? Ce sont les liquides et les gaz !» Une épaisse fumée blanche monta d'une bouteille de verre écrasée sous le gratte-ciel. « Tout le monde dehors, ça va exploser !» cria quelqu'un. L'explosion ne blessa personne. Des gaz continuaient à s'échapper, remplissant le gymnase d'une drôle d'odeur. Il fallut aérer, nettoyer et ramasser le verre cassé. Mais il s'agissait d'une déflagration sans gravité, comme l'expliquait Bruno le soir même à ses parents. « Ce n'était vraiment pas grand-chose, dit-il. Je suis sûr que dans 5 ou 10 ans, plus personne ne s'en souviendra. » Quelques jours plus tard, une petite boîte de carton blanc dans les mains, Bruno descendit au sous-sol. On y jouait au ping-pong. C'était Jennifer et Anne. « Tu nous apportes des plats chinois ?» fit Anne en voyant la petite boîte. « Non, des verres, » répondit Bruno. Il se dirigea vers le vivarium à l'autre extrémité de la pièce. « Tu t'intéresses toujours aux verres après cette exposition désastreuse ?» demanda Anne en faisant tourner sa raquette de ping-pong dans sa main. « Tout a été nettoyé, il n'y a pas de quoi en faire un plat, » répliqua Bruno. « Ah !» s'écria Jennifer, avec mépris. Bruno regarda sa sœur, étonné. Jennifer était tellement furieuse qu'elle ne lui avait plus adressé la parole depuis sa trahison. « Mais
Tu recommences à me parler? Non, je ne te parle pas, dit-elle en ricanant. Et je ne te parlerai plus jamais. On se calme, marmonna Bruno. Il ouvrit la boîte et versa sa nouvelle récolte de verre dans le grand vivarium. Les filles retournèrent à leur jeu. Vous savez, ce n'était pas une tragédie. Certaines personnes estiment même que c'était plutôt drôle. Certaines personnes sont cinglées, grogna Anne. Jennifer frappa vigoureusement la balle. Tu as tout gâché, dit-elle à son frère d'un ton accusateur. Tu as fait rater toute l'exposition. Et tu as détruit notre travail, ajouta Anne. Tu nous as fait passer pour des imbéciles. Et alors, répondit Bruno en riant. Les filles n'avaient pas le cœur à plaisanter. Si vous ne nous aviez pas envoyés dans cette affreuse maison, John et moi, rien de tout cela ne serait arrivé. À l'aide d'une petite pelle, il aplatissait la terre du vivarium. De toute manière, tu n'aurais pas gagné. À côté du gratte-ciel de Patrick, ta petite maison avait l'air minable, laissa tomber Jennifer avec dédain. Avoue, Bruno, tu es jaloux de Patrick, pas vrai? L'accusa Anne. Jaloux de ce copieur? Moi? Il ne sait même pas distinguer les extrémités d'un verre, s'écria Bruno. Les filles reprirent leur partie. Anne fit un service en frappant la balle de toutes ses forces. Elle atterrit à l'autre bout de la pièce. Bruno la rattrapa de sa main libre. « Venez ici, dit-il. Je vais vous montrer quelque chose d'impressionnant. »« Pas question, » répondit sèchement Jennifer. « Contente-toi de nous renvoyer la balle, » dit Anne en levant le bras. « Venez, sinon vous allez rater quelque chose, » insista Bruno. Il sortit un long verre du vivarium et l'éleva dans les airs. La bête se dandinait dans tous les sens en essayant de s'échapper. Jennifer et Anne ne bougèrent pas, mais il vit qu'elle l'observait. Il étendit le long verre sur la table et saisit un canif. « Vous regardez bien ?» D'un geste rapide, il coupa le lombric en deux. « Berk !» s'écria Anne avec dégoût. « Tu es malade, complètement malade !» déclara Jennifer. « Regardez !» ordonna Bruno. Les deux moitiés de verre se dirigeaient à présent dans des directions opposées. « Vous voyez, il y en a deux maintenant, » dit-il en riant. « Malade, vraiment malade, » répéta sa sœur en murmurant. « C'est parfaitement ignoble, Bruno, » renchérit Anne en secouant la tête. « Ce serait chouette si les humains pouvaient faire ça, non ?» s'exclama Bruno. « Imaginez un peu, la partie du bas part à l'école, la partie du haut reste à la maison pour regarder la télé. »« Et vous avez vu ?» s'écria Jennifer. « Hein? Quoi ?» demanda Bruno en regardant le vivarium. « C'est vert. Il te fixe. Tu vois, on dirait qu'il te regarde. » « N'importe quoi, grogna Bruno. Mais il constata que Jennifer disait vrai. 3 des vers pointaient la tête hors de la terre et semblaient le dévisager. « Tu as une imagination débordante, dit-il. »« Non, ils te regardaient, répéta sa sœur. Je les ai vus t'observer pendant que tu coupais l'un de leurs frères en deux. »« Les vers ne voient pas, reprit Bruno. Ils ne me regardaient pas. Ils... C'est ridicule. »« Je te dis que si, insista son ami. Anne jeta un coup d'œil rapide à Jennifer. « Les vers sont en colère. Ils n'ont pas aimé que tu coupes leurs copains en deux, ajouta-t-elle. Mais arrêtez de dire n'importe quoi. Ça suffit comme ça, d'accord? Les vers veulent se venger, Bruno. Ils ont vu ce que tu as fait. Et maintenant ils vont préparer leur revanche, affirma Jennifer. Bruno eut un rire méprisant avant de déclarer. Je ne suis pas aussi crédule que vous. Jamais je ne tomberai dans un panneau comme celui-là. Jamais je ne croirai une chose aussi stupide. Jennifer et Anne reprirent leur partie de ping-pong en haussant les épaules. Bruno laissa tomber les deux moitiés du verre dans le vivarium. À sa grande surprise, il vit 4 autres vers sortir la tête et le fixer droit dans les yeux. Bruno les regarda à son tour. Il ne pouvait s'empêcher de penser aux paroles des filles. « Quelle idée absurde! Les vers ne peuvent pas me regarder, » pensa-t-il. « Non. »« Bruno, réveille-toi !» Bruno cligna des yeux. Il s'assit lentement dans son lit et allongea les bras au-dessus de sa tête. « Debout les braves !» reprit sa mère du bas de l'escalier. Pourquoi fallait-il qu'elle raconte la même chose tous les matins? Bruno, c'est l'heure, debout les braves. Elle pourrait dire le petit déjeuner est servi, ou grouille-toi, tu vas être en retard, ou n'importe quel autre truc du genre pour varier un peu. Maussade, il posa les pieds par terre. Pourquoi est-ce que je n'ai pas de radio-réveil comme Jennifer? Je pourrais me lever au son de la musique,
se dit-il. Debout les braves, s'impatienta madame Jones. Ça y est, répondit Bruno d'une voix enrouée. Les rayons du soleil envahissaient sa chambre. En se penchant vers la fenêtre, le garçon aperçut un coin de ciel bleu. Belle journée en perspective. Quel jour sommes-nous se demanda-t-il. Il s'étira de nouveau. Jeudi. Nous sommes jeudi. Parfait, c'est le jour de la gym. Nous allons peut-être jouer au basket dehors. L'éducation physique était sa matière préférée, surtout lorsque le cours se déroulait en plein air. Le pantalon de son pyjama était tout tortillé. Il le rajusta en se dirigeant vers la salle de bain pour se brosser les dents. C'est aujourd'hui ou demain, l'examen de maths se demanda-t-il en regardant machinalement son visage ensommeillé dans le miroir. J'espère que c'est demain. J'ai oublié de réviser hier soir. Il tira la langue. En bas, Jennifer discutait avec sa mère. Elle adorait faire ça le matin. Ça lui dégourdissait le cerveau, disait-elle. Bruno, lui, aimait dormir le plus longtemps possible et s'habiller sans se presser. Madame Jones et Jennifer parlaient encore lorsque Bruno pénétra dans la cuisine. Sa sœur terminait son petit déjeuner. Leur mère, prête à partir au travail, était debout de l'autre côté de la table, une tasse de café à la main. Bruno prit son verre de jus d'orange et le vida d'un trait. « Bruno, assieds-toi et prends le temps de manger, » ordonna sa mère. « Impossible, je suis en retard. Il faut que j'y aille, » dit-il, en essuyant du revers de la main le jus d'orange qui perlait sur sa lèvre supérieure. « Mais tu ne t'es même pas peigné » s'exclama madame Jones. Occupée à grignoter un morceau de pain de seigle, Jennifer s'esclaffa. « Comment le sais-tu » Bruno ne daigna pas relever le sarcasme. « Pas la peine, je porte ma casquette des Riders, » expliqua-t-il à sa mère. Il jeta un coup d'œil en direction du couloir où il l'avait suspendue. Elle n'y était pas. « Quelqu'un a vu ma casquette » demanda-t-il vivement. « Elle n'est pas sur le crochet du porte-manteau » s'étonna madame Jones. Bruno secoua la tête. « Je l'ai peut-être laissée en haut » dit-il en s'élançant vers l'escalier. « Reviens prendre ton petit déjeuner » lui lança sa mère. Mais Bruno montait déjà l'escalier 4 à 4. Debout dans l'encadrement de la porte, il chercha la casquette des yeux sur le lit, puis sur la commode. Elle n'y était pas. Il se dirigeait vers la penderie lorsqu'il aperçut sur le plancher. « J'ai dû la lancer avant de me coucher » pensa-t-il en se penchant pour la ramasser. En la mettant sur sa tête, il eut immédiatement une impression bizarre. Il sentit que quelque chose avait remué dans sa chevelure, quelque chose d'humide, comme si ses cheveux s'étaient mis à vivre et à bouger tout seuls. Il s'approcha du miroir de la commode, retira sa casquette et resta interdit. De gros vers violacés se tordaient dans ses mèches brunes. Bruno secoua vigoureusement la tête. L'un des vers dégringola de sa chevelure, glissa le long de son front avant d'atterrir sur la commode. « C'est incroyable !» marmonna Bruno. Il jeta la casquette par terre, puis entreprit précautionneusement de retirer les lombrics. « Jennifer !» cria-t-il. « Tu vas me le payer !» Il extirpa 3 longues créatures, puis ramassa la 4e par terre. Il fit une grimace de dégoût dans le miroir. Beurre ! Ses cheveux étaient collants et humides à l'endroit où les vers étaient passés. « Attention, Jen, j'arrive !» hurla-t-il en descendant l'escalier. Les vers pendouillaient au bout de ses doigts. Comme si de rien n'était, Jennifer leva tranquillement les yeux vers son frère. « Tes céréales sont ramollies maintenant, » dit sa mère qui se trouvait près de l'évier. « Tu devrais en reprendre. » Elle s'arrêta net de parler en apercevant les vers que Bruno agitait dans sa main. « Très amusant, Jen !» s'exclama-t-il avec colère. « Pouah, va-t'en !» glapit-elle. « Bruno, éloigne ces vers de la table immédiatement !» demanda sèchement madame Jones. « Tu es devenu fou ou quoi ?»« Ce n'est pas à moi qu'il faut dire ça, c'est à elle, » dit-il d'une voix perçante en pointant sa sœur. « Moi ? Mais qu'est-ce que j'ai fait ?» demanda-t-elle, écarquillant innocemment les yeux. Bruno poussa un grognement de colère et se tourna vers sa mère. « Elle a rempli ma casquette de verre !» s'exclama-t-il en secouant les petites bêtes devant le visage de madame Jones. « Hein ? Mais ce n'est pas vrai !» Bruno et Jennifer se mirent à s'accuser mutuellement à grands cris. Madame Jones s'interposa. « Du calme, s'il vous plaît. »« Mais, bégaya Bruno. Bruno, si ça continue, ces vers vont mourir étouffés. Va les porter dans le vivarium, puis compte jusqu'à 10 et reviens. » Bruno marmonna quelques paroles inaudibles en sortant,
mais il descendit néanmoins docilement au sous-sol. Lorsqu'il revint 1 minute plus tard, Jennifer niait toujours avoir mis les verres dans la casquette. Elle regarda son frère et, d'un air très solennel, affirma « Ce n'est pas moi, Bruno, je le jure. »« Ouais, bien sûr, ronchonna-t-il. Qui est-ce alors, papa? Tu crois qu'il a rempli ma casquette avant de partir travailler ?» L'image était si ridicule que tous les trois éclatèrent de rire. Madame Jones posa les mains sur les épaules de son fils et le fit asseoir à table. « Mange tes céréales, dit-elle doucement. Tu vas être en retard à l'école. Laisse mes verres tranquilles, dit-il à voix basse à sa sœur. Il avança sa chaise et saisit sa cuillère. Je suis sérieux, Jen. Je déteste tes blagues stupides. Et je n'aime pas qu'on tripote mes verres. Jennifer soupira. Je ne tripote pas tes verres dégoûtants. Je t'ai dit que ce n'était pas moi. On laisse tomber cette affaire, d'accord? Intervint Madame Jones. Vous avez vu l'heure? Pourquoi est-ce qu'elle s'en tire toujours à si bon compte, maman? Demanda Bruno. Pourquoi est-ce qu'on lui permettrait de... Parce que j'y n'y suis pour rien, l'interrompit Jennifer. Ça ne peut être que toi, cria Bruno. Moi? Je crois que c'est toi qui as fait le coup, laissa-t-elle tomber. Tu as mis toi-même les verres dans ta casquette. Ah, elle est bien bonne celle-là, s'exclama Bruno d'un ton sarcastique. Et pourquoi est-ce que j'aurais fait une chose pareille? Dis-moi. Tout simplement pour me faire punir, répliqua Jennifer. Bruno en resta bouche bée. Vous allez être punis tous les deux si vous ne cessez pas immédiatement cette discussion, trancha leur mère. Ça va, maugréa Bruno en avalant le reste de ses céréales. Complètement ramolli, ronchonna-t-il. Comment est-ce que je peux... Le cri perçant de Jennifer lui coupa la parole. Il suivit le regard horrifié de sa sœur jusque dans son bol et aperçut un verre violet, bien dodu, qui flottait dans le lait. À l'école, Bruno eut beau essayer de se concentrer, il ne put s'empêcher de penser aux verres. C'était évidemment Jennifer qui les avait mis dans sa casquette et dans son bol de céréales. Pourtant, elle avait semblé tellement effrayée, et elle avait répété à l'infini qu'elle n'était au courant de rien. L'image des vers qui l'observaient derrière la paroi du vivarium la veille, quand elle en avait coupé un en deux, ne cessait de l'obséder. « Ils ont vu ce que tu as fait et ils veulent leur revanche », avait dit sa sœur d'une voix grave et inquiète. « Tout ça est parfaitement ridicule », songea Bruno, en feignant de lire son texte de biologie. « Totalement stupide. » Il n'empêche que les paroles de Jennifer lui donnaient la chair de poule. Le souvenir des vers attendant dans sa casquette et se faufilant, tout gluant, dans ses cheveux lui donnait la nausée. À midi, il décida de tout raconter à John. Ils s'installèrent l'un en face de l'autre dans la cafétéria bruyante. John déballa son repas et examina son sandwich. « Jambon et fromage, se plaignait-il. Maman me donne toujours la même chose. Pourquoi est-ce que tu ne lui demandes pas du poulet ?»« Je n'aime rien d'autre, répondit John en faisant un large sourire. Bruno avait, lui aussi, déballé son repas. Mais il n'y toucha pas, trop occupé à raconter sa mésaventure du matin. « Ta sœur est vraiment une andouille, commenta John, la bouche pleine. « Tu as raison, répondit son ami, songeur. C'est forcément elle. Mais elle paraissait tellement surprise. Elle a même crié lorsqu'elle a aperçu le verre dans mes céréales. Elle a dû s'exercer toute la journée d'hier, reprit John, en mordant dans son sandwich. Bruno défit le papier aluminium qui enveloppait le sien. Tu as peut-être raison, dit-il, l'air sombre. Écoute, continua John, tentant de raisonner son camarade. Ton vivarium est très profond. Les vers ne peuvent pas sortir de là tout seuls. Et comment auraient-ils pu monter dans ta chambre, trouver ta casquette et se cacher à l'intérieur? C'est vrai, répondit Bruno, les sourcils toujours froncés. Il repoussa sa casquette vers l'arrière et se gratta la tête. Mais je n'arrête pas de penser à ces vers qui m'observaient et... Les vers n'ont pas de Dieu et ils n'ont pas de visage. Et surtout, ils n'ont pas de cerveau. Bruno se mit à rire. Il savait bien que son ami avait raison. Cette histoire de vers préparant leur revanche ne tenait pas debout. Parfaitement rassuré, il but plusieurs gorgées de son jus de fruits, puis prit une grosse bouchée de son sandwich. « Tu as vu Tom tomber de sa chaise ce matin ?» lui demanda John en s'esclaffant. Bruno sourit. « Ouais, la prof a sursauté tellement fort qu'elle a failli en rester collée au plafond. J'ai cru qu'elle allait en perdre son dentier. » Essuyant du revers de la main la moutarde qui lui dégoulinait sur le menton, John s'exclama. « Il est incapable de rester assis. Il a peut-être un problème d'équilibre. Il ne passe pas une journée sans... »
John s'arrêta en voyant l'expression de dégoût qui se peignait sur le visage de Bruno. « Qu'est-ce qui t'arrive ?»« C'est mon sandwich. Il a un drôle de goût, bégaya Bruno. « Hein ?» John observait le sandwich à demi entamé que son ami tenait à la main. Non sans répugnance, Bruno écarta les tranches de pain. Les deux garçons hurlèrent lorsqu'ils aperçurent, enroulé dans la moutarde, un verre blanc dont il ne restait plus qu'une moitié. « Vous n'auriez pas vu ma sœur ?» demanda Bruno à un groupe d'élèves qui se tenait près de la porte. Tous secouèrent la tête. Bruno cherchait Jennifer pour lui dire qu'elle avait poussé un peu trop loin sa plaisanterie stupide. L'idée de glisser un verre dans son sandwich n'était pas drôle du tout. Elle était plutôt répugnante. En parcourant les couloirs de l'école au pas de course, Bruno avait encore dans la bouche le goût aigre du verre et le souvenir de sa texture molle entre ses dents. Il en avait des picotements sur la langue et même sur tout le corps. « Jennifer, tu ne t'en tireras pas comme ça, c'est moi qui te le dis, » pensa Bruno. Lorsqu'il atteignit l'extrémité du couloir, il était tellement en colère qu'il était prêt à tout. Il écarta des élèves, ouvrit la porte et se jeta dehors, abaissant sa casquette pour se protéger les yeux du soleil de l'après-midi. Il chercha Jennifer du regard. Des camarades de sa classe jouaient au football. Tom et quelques autres garçons de son équipe appelèrent Bruno pour l'inviter à se joindre à eux. Mais il refusa et continua ses recherches. Il n'avait pas le cœur à jouer. « Où es-tu, Jennifer ?» répétait-il. Il parcourut le terrain, puis revint vers l'école, bredouille. Il sentait son estomac gargouiller. Il imaginait l'asticot qui se tortillait dans son ventre. Autour de lui, tout le monde semblait s'amuser. « On voit qu'ils n'ont pas mangé de verre à midi, » pensa Bruno, sombrement. « Ils n'ont pas de sœur qui cherche à leur empoisonner la vie. » Soudain, il aperçut Jennifer à l'ombre, dans un coin du parc. Il s'arrêta pour la regarder. Elle était en grande conversation avec quelqu'un. Elle éclata de rire. Rasant le mur de briques, Bruno s'approcha légèrement d'elle. Il vit deux autres personnes à ses côtés. C'étaient Anne et Patrick. Tous les trois riaient à présent à gorge déployée. Qu'est-ce qu'il pouvait bien y avoir de si drôle ? Bruno sentit la moutarde lui monter au nez. Il s'approcha du groupe, tendant l'oreille, aux aguets, les poings serrés par la colère. Jennifer dit quelque chose, mais il ne put comprendre ses mots. Il risqua un pas, puis un autre. C'est alors qu'il entendit Anne demander « Alors Bruno ne sait pas que c'est toi qui as fait ça ?»« Non, il ne s'en doute même pas, » lui répondit Patrick. Étonné, Bruno se figea contre le mur de briques. « Patrick ? Comment Patrick avait-il pu s'y prendre ? Ce n'était pas possible. À moins que... » Bruno n'arrivait plus à se retenir. Il s'avança, sentant son visage rougir de colère. Tous les trois se retournèrent, surpris. « Alors, c'est toi le responsable ?» cria Bruno. « C'est toi qui donnes des verres à ma sœur ?» Patrick resta bouche bée. « Quoi ? Des verres ?» Il tenait une grande feuille de papier à la main qui glissa derrière son dos. « Ouais, des verres !» répéta Bruno, les dents serrées. « J'ai tout entendu. »« Patrick, ne me donne pas de verres !» l'interrompit Jennifer. « Qu'est-ce qui te prend, Bruno ? Pourquoi est-ce que j'aurais besoin de verres ? » « C'est lui qui te les donne. J'ai surpris votre conversation. » Les trois amis se regardèrent sans comprendre. « Je ne m'intéresse plus aux verres, dit Patrick. Je les ai tous jetés dans le jardin de mon père. »« Menteur, l'accusa Bruno d'une voix sourde. »« Mais c'est vrai, je l'ai aidé, confirma Anne. J'en ai marre et je ne les collectionne plus. Je préfère les bandes dessinées maintenant. » Bruno, méfiant, observa Patrick. Les deux filles esquissèrent un sourire. « Oui, j'invente des bandes dessinées et je ne suis pas si mauvais que ça, continua Patrick. Il essaye encore de m'avoir, pensa Bruno, furieux. Ne me raconte pas d'histoire, Patrick, marmonna-t-il. Tu ne sais pas mentir. J'ai bien entendu ce que tu disais et... D'un geste rapide, Bruno attrapa la feuille que Patrick dissimulait derrière son dos. Hé, donne-moi ça, fit Patrick en tentant de remettre la main sur son œuvre. Mais Bruno parvint à la garder hors de portée. Il approcha la feuille de ses yeux et se mit à lire. Le titre imprimé en énormes lettres disait « Les aventures de Bruno le Vert ». La première case représentait un gros asticot souriant. Il avait les cheveux bruns et bouclés et portait la casquette noire et or des Riders. « Bruno le Vert ?» s'écria ce dernier d'une voix faible en regardant la bande dessinée. Jennifer, Anne et Patrick éclatèrent de rire.
C'est ça qui nous faisait rigoler, dit Jennifer en secouant la tête. Patrick dessine bien, tu ne trouves pas? Bruno ne répondit pas. Bruno le vert, un vert coiffé d'une casquette des Riders. Il se croit très drôle, pensa-t-il, maussade. Très spirituel, murmura-t-il en rendant la feuille à Patrick. Soudain, la sonnerie retentit. Il était l'heure d'aller en cours. Bruno se boucha les oreilles. Les élèves qui jouaient au ballon se dirigèrent vers la porte au pas de course. Anne et Jennifer s'élancèrent vers le bâtiment. « Et le verre dans mon sandwich » lança-t-il à sa sœur en la rattrapant. Il la saisit par les épaules et la fit pivoter. « Le verre dans mon sandwich » répéta-t-il. « Lâche-moi » dit-elle en se libérant. « De quoi parles-tu? C'est encore à propos de ce matin ?»« Pas ce matin, à midi » hurla Bruno, furieux. « Et tu sais très bien de quoi je parle, Jen. Ne fais pas l'andouille. » Jennifer secoua la tête. « Non, je n'en ai pas la moindre idée. » Elle se tourna vers la porte. « Nous allons être en retard. »« Tu as mis un verre dans mon sandwich » hurla-t-il en la regardant droit dans les yeux. Elle semblait dégoûtée. « Dans ton sandwich ? Burk, c'est ignoble. Jennifer, tu ne l'as pas mangé au moins ?» demanda-t-elle horrifiée en se couvrant la bouche. « Ben non, voyons, » mentit Bruno. « Burk, je crois que je vais vomir » s'écria-t-elle, horrifiée. La main devant la bouche, elle s'enfuit en direction de l'école. Bruno la regarda partir. Sa sœur avait l'air vraiment écœurée. Serait-il possible qu'elle y soit pour rien? Mais dans ce cas, si ce n'était pas elle, qui ça pouvait bien être? « Tu n'en as pas assez des verres? Pourquoi continuer à en ramasser d'autres ?» demanda John. En fin d'après-midi, ce même jour, les deux amis s'étaient retrouvés sur le terrain de jeu. Bruno planta sa petite pelle dans la terre molle. « Il m'en faut encore » murmura-t-il. Il extirpa une longue bestiole brune qui se tordait entre ses doigts. « Passe-moi le seau, John. » Ce dernier obéit. Bruno laissa tomber l'asticot et recommença l'opération. « Tous mes vers disparaissent, » dit-il doucement, concentré sur son travail. « Je crois qu'ils se sauvent. Alors il m'en faut d'autres. »« Mais ils ne peuvent pas s'échapper, » insista John. Bruno recueillit dans sa pelle un spécimen court et dodu. C'est alors que les deux garçons entendirent le grondement. Au même moment, le sol trembla derrière le deuxième but. Les yeux de John s'agrandirent de terreur. « Ça tremble à nouveau !» Bruno inclina la tête pour mieux écouter. Il appuya ses mains à plat sur la terre. « Je sens que ça bouge !» confirma-t-il. « Il faut partir !» s'écria John en se relevant. « Il faut prévenir quelqu'un !»« Personne ne nous a jamais cru !» répondit Bruno. Il ne bougea pas et poursuivit. « Regarde, le terrain de jeu n'a pas l'air d'être secoué du tout. » Un craquement sourd se fit entendre. Le sol trembla de nouveau. Bruno se releva et saisit le seau. « Nous ferions peut-être mieux de trouver un autre endroit, » suggéra John. Il s'éloignait en reculant, les yeux rivés sur le deuxième but. « Mais c'est ici le meilleur endroit, » répliqua Bruno. « Et s'il y avait une gigantesque faille? Tu n'as pas vu les nouvelles? Ce grand trou qui s'est formé du jour au lendemain dans le jardin de quelqu'un? Il s'est agrandi jusqu'à ce que les gens tombent dedans et soient engloutis vivants. »« N'essaie pas de me faire peur, » dit Bruno. « J'ai déjà assez d'ennuis comme ça. » À son arrivée à l'école, le lendemain matin, Bruno trouva 3 verres qui se tortillaient dans son sac à dos. Il les emporta tranquillement vers la sortie et les enfouit dans la terre, sous la haie qui longeait le bâtiment. Il avait décidé de ne pas s'énerver. « Ce ne sont que des verres après tout, » s'était-il dit. « Et je les aime. Je les collectionne et je suis un spécialiste. » Il arriva néanmoins en classe les sourcils froncés et de fort mauvaise humeur. « Si je suis un spécialiste, comment se fait-il que je ne puisse pas expliquer pourquoi les vers me suivent partout ?» s'interrogea-t-il. Lorsqu'il ouvrit son cahier de maths, 1 heure plus tard, il trouva un tas de longues créatures violacées écrasées entre les pages. Les élèves qui se trouvaient à proximité se mirent à hurler et à les pointer du doigt. « Bruno, je crois que nous avons suffisamment vu tes vers à l'exposition l'autre jour, » dit sévèrement le professeur de maths. « Je sais que tu les aimes beaucoup, mais ce n'est pas une raison pour les apporter en cours. » Tout le monde éclata de rire. Bruno se sentit rougir. « Il les gardait pour dîner, » lança John. Les rires redoublèrent. « Tu me le payeras, John, » songea Bruno avec colère.
Il prit les verres et les jeta par la fenêtre. Plus tard, dans la cafétéria, il déballa son sandwich au beurre et au saucisson sec avec soin. John se pencha au-dessus de la table, fixant les tranches de pain. « Vas-y, ouvre, murmura-t-il. Bruno hésita. Il tenait le sandwich entre ses mains. Combien de verres allait-il trouver cette fois? 2, 3, 10? Allez, qu'est-ce que tu attends? Insista John. Bruno inspira profondément et retint son souffle. Puis, il écarta lentement les 2 tranches de pain. « Il n'y en a pas, déclara-t-il. Les 2 garçons poussèrent un soupir de soulagement. John se laissa retomber sur son siège et reprit le sandwich au jambon qu'il avait déjà entamé. Bruno ne mangeait pas. Il regardait pensivement le saucisson, le beurre et le pain. « Ils vont me rendre complètement gaga, marmonna-t-il. « Qui ?» demanda John. « Personne. » Sa tête le démangeait. Il retira sa casquette, pensant trouver un verre. Mais il n'y en avait pas. Chaque fois qu'il ouvrait un cahier, il s'attendait au pire. Lorsqu'il mangeait, il croyait voir l'une de ces créatures s'agiter, ramper ou nager dans la nourriture. Il commençait à en imaginer partout, absolument partout. Ce soir-là, il dîna chez John. Madame Hughes leur servit du poulet et de la purée de pommes de terre. Heureusement, il n'y avait rien. Bruno se décontracta, soulagé de ne pas trouver un seul lombric violacé au fond de son verre ou de son assiette. Après le dîner, les 2 garçons montèrent dans la chambre de John et jouèrent quelques heures avec la console vidéo. L'un des jeux s'intitulait « Les vers attaquent ». Bruno demanda à son ami de le ranger tout au fond de son placard. Vers 22 heures, Madame Hughes ramena Bruno en voiture. Lorsqu'il rentra chez lui, ses parents étaient déjà prêts à se coucher. Bruno aussi était fatigué. Il éteignit toutes les lumières au rez-de-chaussée et monta dans sa chambre. Il se sentait bien, détendu. Il constata avec joie qu'il n'avait pas songé au verre depuis plus d'1 heure. Il se déshabilla et enfila son pyjama. Le croissant de lune semblait suspendu dans le ciel noir. Bruno se glissa dans son lit, puis éteignit sa lampe de chevet. Il laissa échapper un bâillement sonore et ferma les yeux. « Pas d'école demain, nous sommes samedi, » se dit-il, heureux. Il se tourna sur le ventre et enfonça la tête dans l'oreiller. Soudain, il sentit quelque chose de tiède et gluant contre sa joue. Puis quelque chose bougea sous son thorax. « Oh !» Bruno bondit hors de son lit. Un long verre humide glissa le long de son visage. Il le retira. Il lui fallut un instant pour retrouver le fil électrique de sa lampe dans l'obscurité. Clignant des yeux sous l'effet de la lumière, il aperçut alors un verre accroché sur le bouton de son pyjama. 3 longues créatures brunes rampaient sur ses draps, et il en vit 2 autres sur l'oreiller. « Non, non, arrêtez, je n'en peux plus !» hurla-t-il hors de lui. Il ôta le verre qui rampait sur son pyjama et le jeta sur son lit avec les autres. « Jennifer, Jennifer, ça ne peut pas continuer, il faut que tu arrêtes !» cria-t-il. Il se retourna en entendant des pas. C'était sa mère. « Maman !» gémit-il. « Maman, regarde !» gémit-il en désignant les vers qui se tortillaient sur ses draps et sur son oreiller. Madame Jones porta les mains à ses joues, horrifiée par ce qu'elle voyait. « Il faut que tu dises à Jennifer d'arrêter, » supplia Bruno. « Tu vois ce qu'elle a mis dans mon lit ?» Madame Jones s'approcha de son fils et serra affectueusement ses épaules tremblantes. « Mais Jennifer n'est pas ici, Bruno, » dit-elle d'une voix douce. Bruno en resta saisi. « Quoi ? Jennifer dort chez Anne ce soir. Il y a une fête. Elle n'est même pas rentrée. »« On en parlera demain matin, » dit Madame Jones. Enlaçant toujours les épaules de son fils, elle suggéra. « Tes vers s'échappent peut-être du vivarium ? Qui sait ?»« Peut-être, » fit-il sans conviction. Dégoûtée, sa mère regarda le lit. « Burk, redescends-les au sous-sol, je vais changer les draps. » Bruno obéit. 2 lombrics étaient écrasés, mais les autres se tortillaient toujours. « Ils se vengent, c'est sûr, » pensa Bruno en descendant l'escalier. « Jennifer avait raison, ils me rendent la monnaie de ma pièce. » Il laissa tomber les verres dans le vivarium, puis il se pencha pour observer la terre molle et humide derrière la vitre. La plupart des créatures se trouvaient sous la surface.
mais quelques-unes se tortillaient sur le dessus. Approchant son visage des parois de verre, Bruno leur parla. « Et vous autres, vous m'entendez » Jamais il ne leur avait adressé la parole auparavant. Il se sentait ridicule. « Écoutez, je suis vraiment désolé, leur dit-il à voix basse. Il ne voulait pas que sa mère ou son père l'entendent et le prennent pour un fou. « Excusez-moi pour ce qui s'est passé l'autre jour, poursuivit-il. Pour avoir coupé l'un d'entre vous en deux, ça ne se reproduira plus jamais, je vous le promets. » Les vers ne semblaient pas se préoccuper de la présence de Bruno. Deux d'entre eux se dressaient le long de la paroi, tandis qu'un autre s'enfouissait dans le sol. Il tenta un nouvel essai. « Alors est-ce que vous allez arrêter de me poursuivre ? Je ne voudrais pas avoir à me débarrasser de vous. Je vous collectionne depuis trop longtemps. Mais si vous continuez, eh bien, je n'aurai pas le choix. » Bruno releva la tête puis se redressa. « Je suis peut-être complètement cinglé, songea-t-il en parcourant la pièce du regard. Heureusement, il était seul, et personne ne l'avait surpris à plaider sa cause. Se sentant gêné et parfaitement ridicule, Bruno remonta dans sa chambre. Sa mère l'attendait dans le couloir. « Tu en as mis du temps ?»« Ouais, » grogna Bruno en rougissant. Madame Jones passa la main sur la chevelure sombre et ondulée de son fils. « Je vois rarement tes cheveux, dit-elle en souriant. Ils sont toujours sous cette affreuse casquette. »« Ouais, je sais, » répondit-il en bâillant. « Change de pyjama, lui dit-elle. Celui-ci est plein de bave de verre. » Bruno la regarda sortir de la pièce. Puis il inspecta soigneusement les draps, bien qu'ils aient été changés. Il examina aussi l'oreiller. Lorsqu'il eut la certitude qu'il n'y avait aucun verre, il se glissa dans son lit et éteignit. Étendu sur le dos, il fixait le croissant de lune. Il ne pouvait s'empêcher de repasser les événements de la journée dans sa mémoire. Jennifer dort chez Anne, et pourtant mon lit était infesté de vers. Comment était-ce possible ? Comment ont-ils pu se faufiler dans mon sac à dos, dans mes cahiers, dans mon sandwich ? La pièce se mit à tourner autour de lui. Bruno se sentit soudain très fatigué. La lune était cachée à présent derrière de gros nuages et le ciel était d'un noir profond. « Je n'arrive pas à m'endormir, » pensa Bruno. « Il faut que je me détende un peu. » Il sortit silencieusement de sa chambre pour ne pas réveiller ses parents. Puis il alla dans la salle de bain se faire couler un bon bain chaud. Quand la baignoire fut remplie, il retira son pyjama et se glissa rapidement dans l'eau au milieu de la vapeur. « dit-il, c'est tellement bon. Rien de tel qu'un bon bain chaud pour se décontracter, pensa-t-il, la tête appuyée sur le bord de la baignoire, les yeux clos. Une discrète éclaboussure poussa Bruno à ouvrir les yeux et à regarder le robinet. Avait-il oublié de le fermer ? « Oh !» s'exclama-t-il. Bruno gémit en constatant qu'un gros verre s'échappait du robinet. « Oh non !» Plouf ! Un autre verre suivait la même trajectoire. Puis encore deux. Ils flottaient à présent sur la surface de l'eau. Puis ils plongèrent vers le fond de la baignoire près de ses pieds. « Quelle horreur !» Il replia les jambes et s'assit. « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Sous son regard horrifié, le robinet continuait à cracher des lombrics bruns et mauves. 1, 2, 3, 4 à la fois, il tombait à un rythme régulier. Levant les yeux, il aperçut d'autres créatures le long du mur carrelé. Elles aussi se jetaient dans la baignoire, sur ses jambes, sur ses épaules. « Non !» hurla-t-il. Bruno essaya de se relever en s'appuyant sur les mains, mais le fond était couvert de vers qui remuaient, nageaient et se dandinaient. Ses mains ne cessaient de glisser. « Au secours !» Essoufflé, il réussit à se mettre à genoux. Les vers grimpaient sur son dos, sur ses épaules. Il les sentait ramper sur sa peau humide. D'autres vers tombaient des murs. Il semblait pleuvoir du plafond. Il en sortait de plus en plus du robinet. La baignoire en était maintenant entièrement infestée. « Au secours !» répéta Bruno. Mais les vers le tiraient vers le fond à présent. Il sentait leur emprise gluante, ainsi que des milliers de petits picotements. Il lui tombait sur la tête, sur le visage, sur le corps. Les vers le recouvraient et continuaient à le tirer vers le bas, dans un océan grouillant de bestioles visqueuses, noires, mauves et blanches. « S'il vous plaît, aidez-moi !» Bruno se débattait en hurlant pour essayer de dégager ses bras, mais les vers ne lâchaient pas leur proie.
la maintenant dans l'eau poisseuse. Il en tombait encore du plafond. Il s'enroulait et se déroulait en descendant le long du mur. Il s'écoulait par le robinet. Oh! Avec un cri de stupeur, Bruno réussit à s'asseoir. Il battit violemment des bras et fit gicler de l'eau hors de la baignoire. Puis, n'arrivant pas à y croire, il cligna des yeux. Une fois, 2 fois. Les vers avaient totalement disparu. Tous. Hein? Fit-il étonné. La lumière du plafond se réfléchissait dans l'eau parfaitement propre et claire. Hésitant, il remua les orteils, puis sortit timidement les pieds de l'eau. Incroyable, murmura-t-il en secouant la tête. Je l'ai échappé belle. Son esprit était encore hanté par l'océan grouillant de verre. Malgré la chaleur du bain, un frisson lui parcourut l'échine. Il avait du mal à maîtriser le rythme de son cœur. Il sortit précipitamment de la baignoire et s'enveloppa dans une grande serviette verte. Bruno comprit qu'il s'était assoupi. Tout cela n'avait été qu'un cauchemar dégoûtant. Le garçon frissonna de nouveau. Encore ébranlé par son aventure imaginaire, il continuait de sentir des picotements partout sur son corps. Il s'empressa de se sécher pour mettre son pyjama. Puis il retourna dans sa chambre. Il était pressé de se recoucher. C'est alors qu'il lui vint une idée. Un moyen de résoudre l'énigme avait germé dans sa tête. C'était simple comme bonjour. Il suffisait d'y penser. De cette façon, il saurait une fois pour toutes comment les vers s'échappaient du vivarium pour se retrouver dans ses affaires. Oui, oui, jubila-t-il à voix basse. Il avait un plan. Il savait exactement ce qu'il allait faire. Je vais devoir attendre jusqu'à dimanche soir, se dit-il en s'installant dans son lit et en remontant les couvertures sous son menton. Mais je serai prêt. À 23h15, le dimanche soir, Bruno ne dormait toujours pas. Il écoutait, dans le noir, les craquements et les bruits insolites de la maison. Quand tout fut silencieux, il sortit de sa chambre sur la pointe des pieds. Les marches de l'escalier menant au sous-sol grinçaient sous ses pas. Bruno essayait de ne faire aucun bruit pour éviter de réveiller ses parents, mais il trébucha et dut s'appuyer au mur pour ne pas perdre l'équilibre. Il inspira profondément et tendit l'oreille. Quelqu'un l'avait-il entendu? Apparemment non. L'escalier avait beau être parfaitement raide, il était hors de question d'allumer. Ce n'était pas le moment de se faire repérer, même par les vers. Les faibles rayons de la lune entraient par une étroite fenêtre. Le cœur de Bruno battait à tout rompre. Il s'empara d'un haut tabouret et le déposa délicatement derrière le pilier dressé au centre de la pièce. Bruno s'installa discrètement. De là où il était, il pouvait voir les bestioles sans que celles-ci le remarquent. Le garçon s'efforçait de maîtriser sa respiration. « Calme-toi, ça risque d'être long, » se dit-il. Il n'était pas tout à fait sûr du résultat, mais il savait que quelque chose allait se produire et lui donner le fin mot de l'histoire. Appuyé contre le pilier, Bruno fixait le vivarium. Les vers étaient-ils en train de comploter? De décider lesquels d'entre eux allaient se faufiler en haut pour infester ses affaires? Tout à coup, une autre idée lui traversa la tête. Regardant la fenêtre, il pensa à Patrick. Il imaginait sa silhouette se glissant dans le sous-sol, puis se dirigeant vers le vivarium à l'autre extrémité de la pièce. Il imagina Patrick ramassant quelques verres et remontant dans la cuisine, dans la chambre de Bruno. « C'est une possibilité, » se dit Bruno. « Ce n'est pas complètement absurde. » Fatigué, il bâilla discrètement afin que les vers ne l'entendent pas. « Combien de temps faudra-t-il que je reste ici ?» se demanda-t-il. Il frissonna. Attendre là, dans l'obscurité, n'avait rien de très rassurant. Quels étaient ces étranges petits bruits qu'il entendait? Des rats? Il n'eut pas le temps d'y réfléchir. Un craquement sonore le fit sursauter. Il s'agrippa au pilier de béton. Les marches se mirent à grincer. Des pas sourds descendaient et se rapprochaient. Bruno se releva et tenta de se cacher. Soudain, le bruit de pas s'arrêta. Le garçon essaya de percer la pénombre. Qui était l'intrus? Qui se trouvait avec lui dans le sous-sol? Bruno sursauta lorsque la lumière au plafond s'alluma. Il lui fallut 1 ou 2 secondes pour s'habituer à la clarté. Puis, il reconnut la silhouette debout près de l'interrupteur. « Papa !» M. Jones recula, vêtu d'une robe de chambre jaune enfilée à la hâte. Il tenait à la hauteur de sa taille une batte de baseball.
Papa? Mais qu'est-ce que tu fais là? Le père de Bruno abaissa son arme, visiblement surpris de voir son fils à cet endroit. C'est à toi qu'il faudrait poser cette question, répondit M. Jones. J'ai entendu craquer les marches de l'escalier. Alors j'ai cru qu'il s'agissait d'un voleur et j'ai pris ça avec moi avant de descendre. Non, papa, c'était moi. Je voulais absolument découvrir comment mes vers faisaient pour sortir du vivarium. J'en ai par-dessus la tête de ces vers, s'exclama M. Jones en colère. Mais, tenta de protester Bruno. Qu'est-ce qui se passe en bas? Est-ce que ça va? Demanda Madame Jones du haut de l'escalier. Tout va bien, ma chérie, répondit le père de Bruno. C'est encore une histoire de vers. Encore ces lombriques dégoûtants? Remontez tout de suite vous coucher, ordonna-t-elle. Je ne veux plus de verre à la maison à partir de demain, dit sévèrement M. Jones en resserrant la ceinture de sa robe de chambre. Quoi? Je t'en prie, papa. Tu as dépassé les limites, maintenant. Je ne sais pas ce que tu trafiques avec ces verres, mais il faut que cela cesse. J'en ai assez que tu descendes dans le sous-sol pour observer ton vivarium au lieu de dormir comme tu le devrais. Mais, bégayait Bruno. M. Jones secoua la tête. Il n'y a pas de mais. Ma décision est prise. Tu te débarrasses de ces maudites bestioles demain après-midi. Tu les remets dans le jardin. Mais papa! M. Jones leva la main pour imposer le silence. Je ne plaisante pas. Dans le jardin, demain après-midi. Je suis sûr que tu trouveras quelque chose de plus intéressant à collectionner. Posant les mains sur les épaules de son fils, il le conduisit jusqu'à l'escalier. Bruno poussa un soupir de mécontentement, mais se tut. Il était inutile d'essayer de discuter. Bruno remonta dans sa chambre, déçu et de fort mauvaise humeur. Il n'avait pas réussi à élucider le mystère. Après tout, je me fiche de ces bestioles stupides, se dit-il pour se consoler. Je me fiche même d'avoir à me débarrasser. Tout ce qui m'intéresse, c'est de résoudre l'énigme. Bruno se coucha rapidement et se mit à frapper son oreiller à coups de poing rageurs. Comment pouvait-il deviner que la clé de l'énigme lui serait livrée quelques heures plus tard? Bruno ne se rendit même pas compte qu'il pleuvait le lendemain matin lorsqu'il prit, à pas lents, le chemin de l'école. Ses pensées étaient encore plus sombres que les gros nuages suspendus au-dessus de sa tête. Comme prévu, John l'attendait devant la salle de classe, pressé d'entendre son récit. Il va être déçu, se dit Bruno. Il redressa sa casquette et, replaçant son sac à dos sur son épaule, se dirigea vers son ami. « Alors, comment ça s'est passé » demanda John avec empressement. Bruno commença son récit, mais s'arrêta en entendant une voix qu'il reconnut instantanément. Jennifer. Au coin du couloir, elle et Anne parlaient à voix basse. « Alors ton père l'a forcé à se débarrasser de ces ignobles vers ? Génial, non » dit Anne. « Génial » déclara Jennifer. « Bruno est tellement naïf » s'exclama Anne. « Tu crois qu'il a vraiment cru que les vers pouvaient monter tout seuls dans sa chambre ? Qu'il cherchait à se venger ?»« J'en ai bien peur » dit Jennifer en pouffant de rire. De là où elles étaient placées, les deux filles ne pouvaient pas voir John et Bruno, ni leur mine stupéfaite. « Alors, c'est le dernier jour aujourd'hui » continua Anne. « Tu as mis des vers dans ses affaires ce matin ?»« Seulement 2, dit Jennifer. « Comme il me faisait froid, maman lui a donné une soupe aux légumes. J'en ai glissé un dans son thermos, et j'en ai mis un autre dans la poche de son blouson. À l'heure qu'il est, il a déjà dû découvrir ma petite surprise. » Les filles s'esclaffèrent. « Et il n'a jamais deviné que c'était toi ?»« Si, dit Jennifer, mais je joue bien la comédie. J'ai fait la fille tellement bouleversée et écœurée, impossible de croire que j'y étais pour quelque chose. » Elles se mirent à rire de nouveau, puis Bruno les entendit s'éloigner. Lorsqu'il se retourna, John le dévisagea. « C'est incroyable! Ta sœur t'a bien eu! »« Je le savais, » mentit Bruno en faisant de son mieux pour paraître décontracté. « C'était évident que c'était Jennifer. »« Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?»« Me venger, évidemment. »« Te venger? Mais de quelle façon ? » ?»« Je ne sais pas encore, mais une chose est sûre, c'est qu'il va me falloir une tonne de verre. » Il cessa de pleuvoir après le déjeuner. Les lourds nuages noirs se dissipèrent. Le soleil se mit à briller dans le ciel devenu bleu. Assis à sa table de travail, Bruno reprenait enfin courage. « Les vers vont sortir de la terre, songea-t-il avec plaisir. Des dizaines et des dizaines de vers. » Il n'en pouvait plus d'attendre. Il lui en faudrait une quantité impressionnante pour rendre l'appareil à sa sœur.
À la fin des cours, Bruno, accompagné de son ami John, partit vers le terrain de jeu qui était désert à cette heure de la journée. Munis de boîtes de café vides, ils s'accroupirent en silence et se mirent au travail, extirpant de longs vers bruns et violacés. « Combien nous en faut-il » demanda John, en fouillant dans la terre jusqu'à ce qu'il déniche un spécimen dodu et bien gluant. « Autant que nous pourrons ramasser, répondit Bruno. Il ne savait pas encore exactement ce qu'il allait faire à Jennifer, mais sa vengeance serait terrible. « Tu devrais faire un coup à Anne aussi, conseilla John. Il creusa un trou et découvrit 3 lombrics géants et enchevêtrés. « Oui, tu as raison, gardons-en quelques-uns pour Anne aussi, convint Bruno. Il se releva et retira son blouson. Il avait très chaud. « Regarde celui-là » s'exclama John en exhibant un fin vert rose. « Ce n'est qu'un bébé, dit Bruno, mets-le tout de même dans la boîte. Il m'en faut des tas, des gros, des gras et des petits. » John lâcha le verre. Bruno en trouva un particulièrement long. Il retira avec soin la terre qui le recouvrait avant de le jeter avec les autres. « La pluie fait toujours sortir les plus gros, » expliqua-t-il à John. Le sol gronda, mais Bruno ne s'en aperçut pas tout de suite. « Tu as senti » demanda John. « Senti quoi » Il y eut une nouvelle secousse. Bruno entendit un roulement sourd semblable à un lointain coup de tonnerre. « Hé !» s'écria John, alarmé. « Ça se produit à chaque fois qu'on les ramasse, » dit Bruno. « On s'en fiche, continue à creuser. » John replongea les mains dans le sol jusqu'à ce qu'un nouveau tremblement se produise. Plus violent celui-là. « Ça recommence !» s'effraya-t-il. C'est alors qu'un véritable rugissement retentit. Le terrain de jeu sembla vaciller. Le grondement s'intensifia et se rapprocha. La terre trembla et les garçons entendirent le sol se déchirer. Bruno se releva, mais la secousse suivante fut si puissante qu'il tomba à la renverse. « Oh non !» hurla John. La terre s'ouvrit comme une immense blessure. Il y eut un nouveau bruit, terrifiant celui-là. La brèche s'élargit et une créature en sortit. Bruno crut d'abord qu'il s'agissait d'un arbre. La forme était brune et ronde, mais elle grimpait trop vite pour qu'il puisse s'agir d'un tronc. Alors que le sol bougeait à nouveau, plus bruyamment encore, Bruno et John comprirent avec horreur que c'était un gigantesque ver de terre. Il se dressait hors de la crevasse en pointant sa tête monstrueuse. Bruno poussa un cri de terreur, se préparant à courir, mais son pied glissa sur l'herbe humide, il tomba sur les genoux et les coudes. L'énorme créature s'enroula alors autour de lui, encerclant fermement sa taille. « Au secours !» hurla-t-il. Une pensée folle lui traversa l'esprit. « C'est la mère, elle est venue défendre ses petits !» Cette idée fut suivie d'une autre, tout aussi extravagante. « Les vers ont vraiment pris leur revanche cette fois !» Puis Bruno n'eut plus le temps de réfléchir à quoi que ce soit. Le ver immense resserrait son étreinte. Il le tirait, l'entraînant dans la terre, au fond de sa tanière. Le garçon tenta une nouvelle fois d'appeler à l'aide, mais aucun son ne sortit de sa gorge. Il était incapable de crier, incapable de respirer. L'énorme bête l'écrasait de plus en plus dans ses anneaux. Puis une ombre noire passa sur les yeux de Bruno, et tout devint noir. Saisissant les pieds de son ami, John tirait de toutes ses forces. Mais le ver enserrait Bruno comme avec des tenailles. Il était en train de disparaître dans la terre, emportant l'adolescent avec lui. Tout à coup, John vit une ombre apparaître sur le gazon. Il leva les yeux et apparut un immense rouge-gorge. « Hé !» appela-t-il désespéré. « Anne, Jennifer !» Anne et Jennifer rapportaient de l'école l'énorme volatile de papier mâché. John ne pouvait distinguer leur visage de l'autre côté de l'oiseau. « Jennifer, viens m'aider !» L'ombre du rouge-gorge passa alors au-dessus de John. Le ver se tendit brusquement et se mit à trembler. Puis, il desserra son étreinte. Était-ce à cause de Rougeau ? Bruno glissa sur le sol. Tremblant de tous ses anneaux, le ver redescendit dans sa tanière, puis dans un terrible bruit de succion, il disparut sous la terre. À bout de force, Bruno rampa quelques mètres plus loin. « Le ver a cru que le rouge-gorge était un véritable oiseau, » se dit-il. « Jennifer, Anne, venez !» crièrent en chœur les deux garçons. Lentement, les filles déposèrent leur animal. « Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous faites là ?» demanda Jennifer. « Vous l'avez vu ?» demanda Bruno, hors d'haleine. « Vous avez vu l'énorme ver ?»
Il était immense, renchérit John, aussi haut qu'un immeuble. Ha ha fit Anne d'un ton sarcastique. Vous nous prenez à nouveau pour des idiotes? Vous n'avez pas vu glapit Bruno. J'ai failli mourir. Nous n'inventons rien, cria John avec rage. Il s'était enroulé autour de Bruno. Il était immense, brun et gluant. Il l'a attiré dans le trou. Laissez-nous tranquilles avec vos histoires, grogna Anne. Occupez-vous de vos vers, dit Jennifer. Elles relevèrent leur rouge-gorge et poursuivirent leur lente marche en direction de la rue. Bruno regardait l'ombre énorme de l'oiseau qui passait sur le gazon. L'ombre qui lui avait sauvé la vie. Puis il se tourna vers John en haussant les épaules. « Autant rentrer, dit-il doucement. Je ne suis même pas sûr d'y croire moi-même. » Cet après-midi-là, Bruno se débarrassa de tous ses vers dans le jardin, jurant qu'il allait en finir à tout jamais. Lorsque John revint chez son ami quelques semaines plus tard, il le trouva au sous-sol, très affairé. « Qu'est-ce que tu trafiques ?» Les yeux de Bruno étaient fixés sur une créature qui voltait, enfermée dans un bocal. « Je chloroforme ce papillon, répondit-il. « Hein? Qu'est-ce que tu veux dire ?» J'ai trempé un tampon d'ouate dans le chloroforme, et je l'ai jeté dans le bocal. Le papillon va mourir, regarde. Le papillon noir et or cessa de s'agiter. Bruno ouvrit le bocal, en sortit l'insecte avec de longues pinces, puis il étala très doucement ses ailes. Il le fixa ensuite à une planchette en transperçant son corps d'une longue épingle. « Tu collectionnes les papillons maintenant ?» demanda John avec surprise. Bruno hocha la tête. « Les papillons sont si doux, si beaux, » dit-il, absorbé par son travail. « Bruno a beaucoup changé, » annonça Jennifer, du haut de l'escalier. Elle ajouta. Il ne s'intéresse plus aux choses dégoûtantes, il préfère ce qui est beau à présent. « Viens que je te montre des spécimens exceptionnels, » dit Bruno à son copain. « Ça va t'impressionner. » La nouvelle passion de Bruno convenait à tout le monde, et en particulier à Jennifer. Il n'y eut plus jamais de blagues dégoûtantes dans la maison des Jones. Un soir, Bruno leva les yeux de sa table de travail. Il poussa un cri d'horreur en voyant une énorme créature voler droit sur lui. C'était un papillon géant. L'insecte transportait une énorme épingle. « Que vas-tu me faire » hurla Bruno.